Bienvenue sur Europe 1, heureuse de vous savoir là, tout près, de l'autre côté du poste. Et moi, je suis tout à votre écoute jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez vous confier à moi au 39 21, me poser aussi toutes les questions qui vous préoccupent. Vous y serez chaleureusement accueillis par Paul et Jeanne, sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez, à tout moment, vous manifester, donner votre point de vue, que ce soit par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Maryse. Bonsoir Caroline. Vous voulez me parler de votre fille, justement. C'est ça. Des conflits qu'on peut avoir toutes les deux, simplement sur des malentendus. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'amour entre nous. On n'est pas en bisbille, ni rien. Oui. Mais il y a des réflexions qui sont faites sans arrêt. Et là, je suis en train d'écrire ma biographie et je retrouve un peu tout ce qu'elle m'a dit au fil du temps. Et je me rends compte qu'en fait, elle s'imagine qu'elle n'est pas la fille dont j'ai rêvé. Or, moi, j'ai rien rêvé du tout. Moi, j'ai pas posé. Voilà, c'est ma fille. Elle sera danseuse, elle sera médecin, elle sera docteur, elle sera infirmière, elle sera. J'ai rien fait moi. Tout ce que je veux, c'est que mes enfants soient heureux, c'est tout. Mais j'ai pas rêvé de quoi que ce soit. Vous avez déjà plusieurs enfants? Oui, j'ai plusieurs enfants. D'accord. Et c'est avec cette fille-là que c'est plus compliqué. C'est la seule fille, peut-être. C'est la seule fille, voilà. D'accord. C'est oui, le problème aussi, peut-être. Elle a été élevée qu'avec des garçons. Et dans une situation un petit peu difficile, puisque j'ai été mariée une première fois et j'ai quitté mon mari, il y avait un petit garçon qui a été élevé par son père, mais que je voyais toutes les semaines et toutes les grandes vacances. Donc on se voyait régulièrement, on habitait la même ville, et ce grand frère venait à la maison et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que je vivais dans un petit logement que ma mère mettait à disposition, puisque j'avais tout quitté. Elle mettait ça à disposition chez elle en bas, et je n'avais pas la place de la coucher, ma gamine. Alors attendez, parce que vous partez d'emblée dans l'histoire, dans des détails très précis. Quel âge a-t-elle, votre fille, aujourd'hui? Elle a 40 ans. Elle a 40 ans. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle pense que vous n'êtes pas, qu'elle n'est pas justement la fille rêvée, celle que vous attendiez, ou qu'elle vous déçoit, autrement dit? Oui, voilà, non, elle me déçoit pas du tout. Non, c'est qu'elle me l'a écrit très souvent. Mais comme ça s'est passé au fil du temps... Qu'est-ce qu'elle vous écrit, justement? J'aimerais savoir. Alors, qu'est-ce qu'elle m'écrivait? C'était, par exemple, une carte postale pour mon anniversaire, très humoristique d'ailleurs, qui disait... oui, je sais bien que je ne suis pas la fille dont tu rêvais et que je ne t'écoute jamais, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Et en fait, c'est très humoristique à l'intérieur, c'est mis, bah oui, forcément, je ne t'écoutais pas. Et il y avait les écouteurs sur les oreilles. Voilà, ce genre de petites choses. Ou alors, elle m'écrit carrément une longue lettre en disant, bah oui, je sais bien, j'ai dû te décevoir bien souvent. Enfin, ce genre de choses, vous voyez. Mais qu'est-ce que vous lui dites alors, finalement, quand quand elle me répond ça, à chaque fois, je lui dis, mais non, mais tu te trompes. Mais je crois qu'elle n'entend pas. Non, elle entend d'autant moins si elle sait ce qu'elle ressent. Voilà, c'est ce qu'elle ressent. Et vous lui dites finalement qu'elle se trompe sur ce ressenti, ce qui est fort possible, et je vous crois, c'est-à-dire que... Mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'elle a ce sentiment-là? Ça serait peut-être important, au fond, plutôt que de vous justifier sur le fait que... C'est pour ça que je vous racontais l'histoire, c'est parce que c'est ma mère qui était obligée de la garder. Et ma mère, par contre, elle, je n'étais vraiment pas la fille dont elle voulait, parce qu'elle voulait quelqu'un qui soit soumis. Moi, je suis une rebelle. Elle voulait... Votre mère voulait... Oui, elle voulait que je sois soumise. Donc, ce qu'elle a fait avec ma fille, étant donné qu'elle recommençait l'histoire, et que très souvent, elle appelait ma fille par mon prénom à moi, comme si elle faisait un lapsus, et ma fille, elle a un corps qui s'est déformé grâce à ma mère, parce que elle l'obligeait à manger, et je voyais ma fille aller vomir, et elle l'obligeait à finir l'assiette, vous voyez, de ce genre de choses. Et vous ne pouviez pas intervenir? Un enfant soumis. Vous ne pouviez pas intervenir? Difficilement, si, je venais, je râlais. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'étais coincée. Oui, et j'ai récupéré ma fille que quand on a eu un logement, 5 ans après. Vous voyez? Là, j'ai récupéré ma fille. Mais ça a été conflictuel dès le départ. Ma fille m'a prise en grippe complètement parce qu'elle était serinée sans arrêt par cette mère
qui ne disait que du mal de moi en quelque sorte, et je ne l'ai su que par mon jeune fils après, qui lui n'écoutait pas sa grand-mère, elle n'a jamais pu le mater lui, par contre, et lui me répétait, mais innocemment, hein, il me répétait mamie elle a dit ça, mamie elle a dit ça, mamie elle a dit ça de moi, et c'était toujours très négatif. Donc ma fille a été élevée dans cet esprit-là. Mais c'est pas pour ça que ma mère était... Quel lien elle a, elle, avec sa grand-mère? Elle est décédée, la grand-mère. Elle avait un lien très fort. Mais quel lien elle avait? Très fort. Elle avait un lien très fort. Donc de qui parle-t-elle finalement quand elle parle de... Elle parle de sa grand-mère, je le sais. Oui, peut-être, voilà. Voilà, je le sais. Ça, je le sais, je l'ai bien compris. Le jour où elle m'a sorti au mois d'août que j'étais une femme méchante, j'ai bien compris de qui elle parlait. C'est compliqué parce que tout est très imbriqué, comme souvent dans ces situations-là. C'est-à-dire que vous avez votre histoire aussi de fille, et où là, ça a été très difficile avec votre mère. Avec des bons côtés aussi. Oh, certainement, c'est bien. Oui, mais en même temps, quand vous êtes devenue mère, c'était difficile d'avoir votre place. Votre mère, vous l'accaparez pas mal. Exactement. À tel point je dis toujours, moi, cette image-là, parce qu'elle est vraie. Il y a une porte entre ma fille et moi, et je vais vous expliquer pourquoi. Ma mère allait au club des anciens de la ville, ce qui est très bien, et moi, j'étais en bas. Donc, je vivais en bas. Et même si j'étais là, elle couchait ma fille, et elle fermait la porte entre deux, pour que ma fille puisse pas venir me voir. Ce qui fait que ma fille, elle est devenue un peu plus grande, elle s'est levée, et elle voulait que j'ouvre la porte, mais moi je pouvais pas, j'avais pas la clé. Et je crois qu'elle m'a jamais pardonné de pas ouvrir cette porte. Et c'est vraiment ce que je ressens. Mais c'est terrible ce que vous décrivez. C'est affreux. Parce que finalement, votre fille dormait donc dans une chambre, elle était fermée à clé. Et la porte était fermée à clé. Pour que vous ne puissiez pas aller la voir. Non. Ni elle me voulait. Et c'était votre mère qui avait la clé. Oui. Déjà, c'est un peu angoissant de dormir dans une chambre fermée à clé. C'était pas la chambre qui était fermée à clé, c'était sa maison en haut. La chambre, non. Oui, mais enfin, c'est quand même la symbolique, elle est très forte. C'est horrible. Vous ne pouviez pas avoir accès à votre fille, vous ne pouviez pas avoir... C'est ça. Il y avait une porte entre... Voilà. Et cette porte, elle est restée parce que ma gamine, elle tapait sur la porte. Et moi, je tapais de l'autre côté en pleurant. Parce que je pouvais rien faire. Et elle avait quel âge, votre petite fille, à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, elle devait avoir 3 ans et demi. Mais c'est très angoissant. C'est horrible. Et vous n'alliez pas trouver votre mère en disant enfin... Si. Après, je criais, je râlais. Mais tout ce que je pouvais dire, ma mère l'entendait pas non plus. Mais parce que votre petite fille qui vous sachant de l'autre côté, vous ne pouviez pas lui ouvrir... Enfin, c'est très cruel même comme situation. C'est cruel, mais c'est horrible. Je vous assure que moi, je l'ai vécu comme un drame. Le problème, c'est que ma fille ne me pardonne pas. Je ne sais pas. Oui. Parce que quand vous parlez, on sent que on a l'impression que pour vous c'était hier. Hein. Oui, c'est hier. Parce que je le revis là. Je le revis en l'écrivant. Alors oui, c'est vrai que vous êtes en train d'écrire. Voilà, je revis tout. Oui, parce que vous êtes effectivement, vous êtes lancé bille en tête dans votre récit. C'est vraiment. Oui. J'en suis plus là. J'en suis en 2006. C'est plus. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce livre? Justement, dans quel objectif, dans quel but écrivez-vous votre biographie? Enfants, je crois que les enfants le souhaitent beaucoup. Et votre fille, qu'est-ce qu'elle en dit, elle? Aussi. Par contre, elle a un problème, et je pense que pour moi c'est grave, c'est qu'elle veut tout oublier. Elle a, elle aussi, une histoire, un passé, où il y a eu des choses pas faciles à vivre pour elle, et où son pilier c'était moi, malgré tout, hein. Et ça, elle veut oublier. Mais pour oublier avancer. Quoi? Tout. C'est quoi tout oublier? Tout, c'est négatif. C'est-à-dire ce que la grand-mère lui a fait, elle veut se souvenir que des beaux moments. C'est bon, pourquoi pas. Mais et pourquoi c'est grave selon vous? Parce que je pense que le passé c'est important aussi pour rebondir. Oui, mais peut-être que justement vous êtes. Il y a quelque chose de votre histoire à vous. Oui. Que votre fille porte trop. C'est peut-être une façon de vous dire, maman, c'est ton histoire aussi, avec ta mère, et moi je suis pas... Ah non, mais je parle de son histoire à elle. Hein. Oui, mais tout est très imbriqué quand je vous écoute. Hein. Oui. C'est une histoire de mère et de fille. Oui. Alors évidemment, il y a la grande... histoire à elle. Oui, mais peut-être que vous voulez trop la ramener à tout ça. Ah non,
Elle a le moi, droit, je elle a pas. le droit de, après tout, elle, si elle veut avancer, de pas regarder toujours derrière. D'accord. Et effectivement, vous n'êtes pas, vous êtes replongé dans votre histoire, Oui. dans ce passé, vous en avez besoin. C'est bien, vous le ressentez comme ça, vous écrivez. Mais peut-être que votre fille, elle a un moment de sa vie où elle a envie de regarder devant. Ce qui ne veut pas Oui, c'est ce dire. qu'elle m'a dit. Oui. Mais je l'ai pas contré, j'ai rien dit. Non, il faut le respecter, ça. Oui, oui, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire, oubliez tout, on ne peut pas. Mais peut-être que c'est une façon de dire aussi qu'elle n'a pas envie de revenir, de s'appesantir sur ce qui a pu poser problème. D'autant plus quand vous dites qu'elle ne veut garder que les choses positives de sa grand-mère, de votre mère. Oui, Mais vous finalement, on sent à travers ce que vous avez jeté là comme ça en vrac des relations avec votre mère, on voit à quel point ça a été dur pour vous. Oui, en tant que fille et en tant que mère après, puisqu'elle vous laissait pas votre place. Mais en même temps, vous attaquez cette image de grand-mère dont elle a besoin certainement aussi. Oui, non, mais je l'attaque en vous parlant à vous, pas devant elle. Ce qu'il y a, c'est que c'est elle qui me reproche des choses. Moi, je lui dis rien, je reproche rien parce que elle mène sa vie. Oui, mais est-ce qu'elle ne vous reproche pas finalement de vouloir toujours, parler d'une certaine façon de cette histoire, vous qui non, j'en parle pas, moi. D'accord. Ah non, j'en parle pas. Et pourquoi vous m'en parlez alors là? Qu'est-ce qui fait que vous m'appelez et que vous pensez on a eu un très gros conflit au mois d'août. J'avais essayé de vous avoir, mais ça n'a pas été possible. Oui. Et donc, c'était pas vous d'ailleurs, mais peu importe. J'ai essayé de parler à quelqu'un et ça n'a pas été possible. Donc, j'ai laissé. Oui. Mais on a eu un gros conflit où elle m'a sorti pour une histoire de yaourt périmé, que j'étais très méchante et je lui ai dit, écoute, si c'est tout ce que tu as à me dire, je préfère qu'on ne se voit plus et qu'on ne se parle plus parce que c'est plus possible. Et là, j'avais ma belle-fille avec qui je m'entends merveilleusement bien, qui était là et qui ne comprenait pas ce conflit qu'on avait. Elle m'avait déjà envoyé paître le matin pour aller faire une course. Et elle m'avait dit, t'as qu'à demander aux autres de t'emmener faire des courses, mais ils viennent pas souvent, ils ont leur vie. Et elle se trouvait là sur place, et moi, j'ai pas de voiture, je conduis pas. Donc, je lui ai demandé d'aller quelque part, et elle m'a déjà envoyé promener, mais pas gentiment, vous voyez, elle m'envoie vraiment promener. Et donc, ça faisait la 3e fois de la journée qu'elle m'envoyait paître, et là, en me disant, mais d'une façon très méchante elle-même, d'un ton très méchant, parce qu'elle est pas méchante, mais d'un ton méchant, elle m'a dit, de toute façon, tout le monde le sait, t'es méchante. Alors là, je l'ai pas supporté, puis je lui ai dit, écoute, vaut mieux qu'on se revoie pas. Et donc, ça a duré 3 mois. Puis, on s'est reparlé, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, on se reparlera. Ça, je craignais rien là-dessus. Et j'ai eu un souci différent, et elle a été là. Donc, il y a pas de problème. Elle a des enfants, votre fille? Pardon? Elle a des enfants, votre fille? Non, pas encore. Et elle souhaite en avoir, là, parce qu'elle est tombée sur le bon compagnon, elle voudrait bien, là. D'accord. Mais je crois que ça l'a retardé, ce conflit qu'on a. Hein. Ma belle-fille me l'a dit. Je crois que ça l'a retardé pour avoir des enfants. Est-ce que c'est pas difficile parce que vous me dites que vous avez une belle-fille et tant mieux pour vous et pour votre belle-fille avec qui vous vous entendez merveilleusement bien? Oui, mais elle aussi s'entend très bien. Est-ce que pour votre fille, vous avez l'impression que c'est un peu douloureux? Elles s'entendent très bien toutes les trois ensemble. D'accord, bon, tant mieux. Non, vraiment, on a créé un lien là qui est vraiment superbe, quoi. Peut-être que finalement, avec ce livre, elle comprendra aussi des choses de votre histoire à vous. Parce que c'est votre histoire à vous aussi qui est compliquée et où finalement, elle a encore peut-être un regard d'enfant sur cette grand-mère qui a pu être d'ailleurs pour elle une bonne grand-mère. Ah oui. Vous savez, un modèle. Voilà, alors tant mieux. Mais que je ne suis pas, moi. Parce que vous voyez, ma fille, elle va venir, elle dit « Ah, t'as une réunion à tel endroit, attends, je vais choisir ta tenue. » Bah oui, d'accord, tu vas choisir ma tenue, mais je la mettrai pas forcément. Je vous dis, moi, je suis rebelle, donc je vais pas forcément mettre. Alors, faut pas que je mais vous voyez, décolleté. Vous étiez rebelle avec votre mère, vous voulez l'être aussi avec votre fille. Non, donc tout est un peu. Mais non, non, mais vous avez du mal, Maryse. J'ai l'impression. Moi, ce que je ressens, je peux me tromper évidemment, hein, mais ce que je ressens quand je vous écoute me parler de la relation avec votre fille et vous en tant que fille avec votre mère, c'est que par moments, ces différents niveaux se superposent tellement qu'ils peuvent se confondre. C'est ça. Et je pense que ça crée aussi une confusion et finalement c'est malentendu dans la relation. C'est ça.
Parce que j'entends bien qu'à chaque fois je vous dis, vous me dites non, 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 mais il y a quelque chose quand vous parlez, c'est très fondu. Vous voyez, c'est niveau. Et du coup, ça peut engendrer, c'est-à-dire que il y a des moments où on ne sait pas à quelle place vous êtes, vous, fille, mère d'ailleurs, oui. La fille, la mère, et pour votre fille, c'est compliqué quand il y a la mère, la reine mère, j'ai envie de dire, hein, qui tient toute la place et qui, on le voit avec cette scène qui est forte, qui est violente, je trouve, qui est enfermée. C'est elle qui détenait la clé. Il y avait cette cloison entre vous et votre petite fille. C'était elle qui pouvait faire le lien ou pas, et qui en l'occurrence là ne le faisait pas. Donc vous avez beaucoup de raisons de lui en vouloir. Enfin, en tout cas, pour vous, ça a été difficile de vous affirmer. Ce qui n'exclut pas, et ce qui est bien, c'est que vous dites qu'il y avait aussi des bons côtés chez votre mère, et vous avez aussi des éléments positifs. Mais évidemment, vous vous êtes construite en opposition avec par rapport à votre mère. Votre fille, c'est un modèle. Donc déjà, il y a une source d'opposition. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, votre fille aussi, il y a de l'opposition entre vous. Vous dites, c'est pas du désamour, c'est de l'opposition. Ah, il n'y a pas de désamour, non. Bon, mais c'est bien que vous n'en doutiez pas. C'est vrai. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Je crois que je ne suis pas la mère dont elle rêve, puisqu'elle aurait peut-être voulu que je ressemble davantage avec la façon dont elle voit ma mère, parce que c'est pas non plus la bonne façon. Ma mère était aussi quelqu'un de très gai. Mais vous n'étiez pas, finalement, par rapport à cette fille, qu'elle voulait peut-être soumise à son image, vous avez pris le contre-pied. Mais je reçois un message d'Engie qui je trouve extrêmement pertinent, qui dit, je pense que vous étiez plus en rivalité que rebelle. Et je trouve que c'est juste. C'est-à-dire que, en tout cas, par rapport à votre fille, il y avait une rivalité terrible. Entre ma mère et moi. Mais oui. Mais oui. Parce que même ma fille me l'a dit. Elle m'a dit, je n'aurais jamais voulu vivre en tant que mère ce que tu as vécu. Elle me l'a dit. Oui, donc elle l'entend quand même, ça. Elle le sait, c'est important. Et c'est pour ça que je vous demandais si elle-même avait des enfants, parce que peut-être à ce moment-là, vous voyez, il y a quelque chose qui se comprend pas seulement, qui se comprend vraiment de l'intérieur, enfin, qui se ressent plus qu'il ne se comprend d'ailleurs. Parce que votre mère ne voulait pas céder sa place. Non. Elle voulait pas céder sa place. C'est pour ça que j'ai utilisé l'expression reine-mère. C'est ça. Hein, c'est-à-dire que vous restiez la fille et donc en étant la fille, donc c'est comme si vous étiez deux filles, deux sœurs en rivalité pour la mère. C'est ça. Et il y a quelque chose de ça qui se perpétue. Et donc à votre insu, vous continuez. Oui, peut-être bien. Je veux bien admettre que moi aussi de mon côté, je fais peut-être pas ce qu'il faut. Non, mais c'est-à-dire que c'est même pas une question de faire ou pas faire ce qu'il faut. Je crois que comme vous dites, globalement, votre relation, elle est bonne. Vous n'êtes pas en rupture avec votre fille, vous n'êtes pas dans des liens. Il y a des moments un peu de dispute, de heurts, mais voilà, bon, il y a des moments où il y a des moments des coups de gueule, mais votre relation, elle est pas, vous dites, vous savez, vous aimez votre fille, elle vous aime, il y a pas, et elle entend des choses, elle comprend des choses, mais il y a des moments où on a aussi une forme d'affrontement, peut-être parce que inconsciemment, et donc vous n'êtes absolument pas responsable de ça, les places que l'on occupe inconsciemment, par définition, on le sait pas. Il y a quelque chose encore de l'ordre peut-être d'une rivalité qui persiste. Et c'est pour ça que je trouve qu'Angie a eu le mot très juste, c'est-à-dire que votre mère, ne voulant pas céder sa place, c'est-à-dire être à la place de grand-mère et vous laisser la place de mère par rapport à votre fille, elle vous mettait, c'est-à-dire que vous vous retrouviez comme si vous étiez à niveau. Oui, puis j'étais dépendante d'elle. J'étais dépendante d'elle puisqu'elle me logeait. Vous voyez un peu la situation. C'est pas facile, hein. Elle me logeait avec mon nouveau compagnon qui est devenu mon mari après. Vous étiez forcément là, vous qui vouliez vous rebellier, vous révolter, mais à ce moment-là, vous étiez dépendante. Et de fait, elle vous l'a fait payer chèrement. C'est-à-dire en s'accaparant aussi d'une certaine façon votre fille. Je ne sais pas si elle me le faisait payer vraiment. Mais vous avez, vous avez raison. C'est-à-dire que elle le faisait pas consciemment. On est d'accord. Et c'est pour ça que finalement, votre fille, au fond, il y a des moments où c'est des places qui sont un peu confuses. Et où quand elle vous dit, c'est vrai que j'aurais pas aimé, enfin, qu'est-ce qu'elle vous a dit, être en tant que mère, la mère que tu as été, pas la mère que tu as été, mais par rapport à sa grand-mère. J'aurais pas aimé
en tant que mère, vivre ce que tu as vécu. Voilà. Parce qu'effectivement, elle a compris qu'en tant que mère, c'était très difficile de trouver votre place, d'avoir une légitimité. Et elle a... Voilà. Il fallait que je me batte tous les soirs, entre guillemets, bien sûr, pas avec des coups, avec des mots, et il fallait que je me batte pour aller lui lire son histoire tous les soirs à ma fille, puisque moi, c'est ma façon de voir les choses. Mais en même temps, oui, mais en même temps, elle vous dit aussi d'une autre façon, ne touche pas à l'image de ma grand-mère. Je sais. Même si elle sait, au fond, que, voyez, oui, mais sa grand-mère, faut pas y toucher, ça, je le sais. Mais comme je suis certaine que si quelqu'un d'autre d'un membre de la famille s'en prenait à vous, certainement votre fille serait la première à vous défendre. Oh ben n'importe qui peut pas se prendre à moi, hein. C'est pas possible, hein. C'est pas possible, elle est là comme un cerbère, hein. Voilà. Sa mère, faut pas y toucher. Ah non, voilà. mais de ce côté-là. Elle peut s'en prendre à vous, mais il ne faudrait surtout pas que quelqu'un s'en prenne à vous. Ouais. Surtout pas. Si ma belle-fille avait dit le quart de ce qu'elle m'a dit, elle, je crois qu'elle l'aurait pas supporté, mais elle le dira pas, ma belle-fille. Mais bon, peu importe. Mais elle s'est identifiée à vous, c'est-à-dire que finalement, elle s'est tellement identifiée à vous que finalement, c'est pour ça, vous le savez au fond, quand elle dit oh, je ne suis pas la fille que tu aurais aimé avoir, c'est comme si elle parlait en votre nom, parce que c'est vous qui étiez pas cette fille, que voilà votre mère aurait aimé avoir. Vous voyez, c'est là où il y a un peu une l'ambiguïté. Mais par contre, moi, ce que je voudrais bien, c'est que ça s'arrange à certains niveaux, c'est que comment arranger les choses et pour lui dire non, moi tu es bien la fille dont je voulais. Non mais je pense lâcher un peu, accepter de lâcher. Oui, mais c'est sans arrêt qu'elle me le dit. Moi, je crois qu'elle en souffre et ça m'énerve. Mais vous voyez, mais écoutez, ça, on peut pas protéger les enfants de toutes les souffrances, de toute l'histoire. Et dire pourquoi elle ne vous entend pas finalement. Peut-être qu'elle ne vous entend pas parce que pour le moment, vous aussi, vous avez encore des choses à régler du côté de votre mère et que vous êtes en train de décrire finalement. C'est une façon. Non, c'est fait, ça y est, moi j'ai réglé mon problème. Il y a longtemps qu'il est réglé. On sent que c'est quand même présent. Parce que ma fille... Mais il faudrait que vous mettiez un peu à distance les choses et que vous ne répondiez pas au premier degré de ce que par rapport à ce que votre fille vous dit. Elle vous dit je suis pas la fille rêvée. Mais si tu es la fille rêvée, c'est pas ça forcément. C'est pas. Elle l'entend pas de toute façon. Donc écoutez-la plutôt finalement que de. Vous parlez et vous savez comme souvent chacun raconte sa petite musique sans écouter vraiment ce qui se dit chez l'autre. Je suis obligée de l'écouter parce qu'elle a eu tellement de problèmes, la pauvre petite, que j'ai toujours été là. Laissez-la alors, lâchez un peu par rapport à cette histoire. Elle me l'a encore dit dernièrement. Lâchez un peu, lâchez. Il faut que vous appreniez à lâcher aussi par rapport à ça. Écrivez votre histoire. Oui. Elle lira votre histoire, elle l'entendra aussi vous en tant qu'enfant. Oui. Mais ne cherchez pas à tout prix à vouloir la convaincre et la persuader. Elle a aussi, c'est ce qu'elle vous dit quand elle vous dit au fond qu'elle veut plus entendre un peu. Elle prend le positif et elle regarde devant, peut-être justement son désir d'être mère. Laissez-la dans sa vie maintenant. La ramenez pas trop à cette histoire d'enfant. Ah moi je le fais pas. Ne la ramenez pas. À chaque fois c'est elle je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça a l'air compliqué. Lâchez, prenez un peu de distance par rapport à ça. Je pense que ça l'aidera aussi. Bon courage. Au revoir. Entendu, merci Caroline. Continue, nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour me parler de vous en toute liberté. Le 3921 est le numéro que je vous invite à composer si vous souhaitez témoigner à l'antenne. Vous pouvez aussi le faire à tout moment si vous souhaitez parler à un des intervenants. Ou si vous êtes un petit peu plus timide, vous manifestez par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Bonsoir Rémi. Bonsoir Caroline, bonsoir à toute l'équipe. Vous allez bien ? Ça va. Alors on s'est parlé il y a quelques jours. Oui, là, en fin de semaine dernière, c'est ça. Voilà, puisque vous aviez appelé pour votre voisine.
Oui, vous étiez inquiet pour elle, puisque c'est une jeune femme qui était seule avec un enfant, et on lui avait coupé l'électricité, le gaz, et elle se retrouvait donc sans rien. Oui, elle avait un toit sur la tête, mais enfin, effectivement, plus de lumière. Et très froid. En plus. Oui. Mais voilà, donc grâce à Annick. Annick qui avait appelé à ce moment-là, qui travaillait à EDF. Voilà, 2 jours après, le courant a été rétabli. Ah, c'est formidable. Et le gaz est en cours. Bon. Donc voilà, donc... elle a tenu parole, hein, Annick. Vraiment, on la remercie. Oui, parce qu'elle est intervenue vraiment un peu sur le fil du rasoir. Oui, tout à fait. Et elle avait dit qu'elle allait transmettre aux services concernés, à EDF. Ah, mais ça a été fait le lendemain même. On m'a appelé. Et le surlendemain, c'était rétabli dans l'après-midi. Oh, c'est génial. Ah oui, ça a été super vite. Oui, alors là, c'était mieux que... Parce qu'on avait eu plein de témoignages de personnes, d'ailleurs, qui nous disaient d'aller voir l'assistante sociale, et vous-même, enfin, vous dites, elle avait été voir le conseil général, parce que... Donc, il n'y avait pas moyen. Bon, bah écoutez, vraiment, on est heureux, et puis ça montre que la solidarité fonctionne à plein avec les auditeurs d'Europe 1. Vraiment, il y a une belle chaîne là de solidarité tous les soirs, vraiment. Elle est très timide parce que vous l'avez appelée, donc elle est très timide. Elle me dit je suis très timide et. Oui, je téléphone un peu pour elle, quoi. Écoutez, on est vraiment heureux pour elle, pour son petit garçon. C'était une situation difficile. Que tout va s'arranger. On espère. Elle a un peu de poisse après elle. Ah, mais il y a des périodes comme ça où effectivement les ennuis s'accumulent. C'est les égouts qui débordaient. Non, je rigole, c'est pas du tout drôle. Non, mais je me dis là, qui est-ce qu'on va appeler là ce soir? Vous voyez, c'est pour les égouts, la pauvre. Non, vraiment, oui. Oh là là. Puis alors ça, c'est vraiment la poisse en plus. Ça, c'est vraiment. Oh la pauvre. Mais il y a des moments comme ça effectivement dans la vie. Ça la suit, ça la. Ouais. Comme elle me dit, j'espère que l'année prochaine tout va s'arranger. Oui, on espère aussi, on espère pour elle. En tout cas, Annick a été formidable. Vraiment. Oui, là encore, je la remercie encore et tous les auditeurs. Mais vous savez, on en parlait encore ce soir. Paul et Jeanne me disaient, ils ont reçu un courrier avec 30 € dedans, en disant que c'était pour cette dame. Vous voyez, heureusement, la personne a laissé son adresse, donc on va pouvoir lui renvoyer. Voilà. Mais quelqu'un qui avait été ému par la situation de votre voisine et qui avait envoyé comme ça 30 €. Et moi, je suis toujours extrêmement touchée de la générosité comme ça des gens, parce que, vous voyez, c'est bon, voilà, une lettre, un petit mot envoyé, et alors évidemment cette personne, on va lui retourner, oui. Soyez rassurés, évidemment, il n'y a pas de souci. Et surtout la remercier pour ce qu'elle a fait, donc. Ben oui, c'est ça. Et parfois on a, alors je dis n'envoyez pas d'argent parce qu'effectivement nous c'est compliqué, on peut pas suivre derrière. Mais en tout cas, et on le voit encore ce week-end d'ailleurs avec le Téléthon, la générosité qu'il y a eu extraordinaire. Pourtant dans ces périodes difficiles de crise, on dit les gens maintenant sont individualistes et tout. Non, finalement si on leur donne la possibilité d'être généreux, d'être solidaires, ils le sont. Et c'est vrai qu'en tout cas, ça fait du bien de savoir que là, vous êtes tous... Le gaz est en cours et avec tous les tarifs qui vont avec, parce qu'elle a droit à pas mal de tarifs. Voilà, la situation précaire qu'elle a. Des tarifs sociaux. Un grand merci à Annick, vraiment un grand merci à Annick. Et puis merci à vous Rémi d'avoir pris la peine d'appeler. Puis votre voisine, elle a bien de la chance d'avoir un voisin comme ça, qui prend soin d'elle. Vous êtes boulanger. Je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde. Merci Rémi. Bonne fête à vous et à votre voisine alors. Embrassez-la pour nous. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Margaret me dit comme j'aime les histoires comme ça qui se terminent bien et quelle belle leçon de solidarité. Vive la libre antenne. Des messages aussi pour Maryse qui nous parlait de cette relation un peu houleuse avec sa fille. Léonora dit laissez-lui du temps, chacun le sien. Pour le moment, elle est heureuse avec son mari. Il aidera
à sa façon. Et puis Angie dit, si elle était la fille rêvée, elle ne serait plus elle, et ce serait bien triste. Elle a raison, encore une fois, Angie. C'est-à-dire que, au fond, peut-être que c'est ça qu'il faudrait lui répondre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas la fille dont vous avez rêvé, elle est bien mieux que ça. Parce que des attentes, quand on attend un enfant, il y a toujours des attentes. Il y a toujours des... Et finalement, parfois, l'enfant dépasse ses espérances qu'on avait pu avoir pour lui ou pour elle. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Oui, je vous appelle parce que je voulais parler de plusieurs choses. Oui. On dit je suis retraité depuis 2 ans. D'accord. Retraité de quoi alors? J'étais fonctionnaire à Paris. D'accord, oui. Et vous êtes resté à Paris? Je suis parti en Normandie. Vous êtes allé en Normandie? Oui. Pourquoi? Vous avez de la famille là-bas? Vous avez un pied-à-terre? Non, j'ai pas de famille ici, mais j'avais acheté une maison, une résidence secondaire. Oui. Donc je venais les week-ends, c'était agréable. Oui. Et un peu les vacances. Oui. Et puis donc quand est arrivé le moment je voulais quitter Paris, je suis né à Paris. Ah oui, vous êtes un vrai Parisien. Non, enfin vrai, j'étais le premier de ma famille. Mais c'est de plus en plus rare. Vous êtes né à Paris. Oui. Oui. Et donc j'avais envie de quitter Paris parce que j'avais pas tellement d'amis à Paris. Mm-hmm. Je m'étais fait presque des amis en banlieue parce que j'ai fait un peu de folklore. Enfin, j'ai appartenu à des groupes folkloriques. Et donc je me déplaçais beaucoup. Enfin. Mm-hmm. Et donc j'ai décidé de venir ici en Normandie parce que vous aviez une résidence là. Ouais. Finalement vous y alliez en vacances et maintenant c'est les grandes vacances puisque c'est la retraite. Maintenant ce sont les grandes vacances. C'est ça, oui. Mais les grandes vacances quand même avec pas mal de solitude parce qu'en fait je connaissais personne ici. Ah bon? Ouais. Eh ben quand vous y alliez un peu peut-être les week-ends ou pendant les vacances vous ne vous êtes pas fait un peu des connaissances sans forcément parler d'amis mais. Non. Ah bon? C'est ce que les gens disent que ici c'est pas facile de faire des connaissances. Il y a des gens avec qui j'ai été en contact mais je les ai perdus de vue très rapidement, superficiellement. Alors vous vous sentez un peu isolé? Oui parce qu'on dit qu'il faut préparer sa retraite et moi j'ai pas tellement. J'ai décidé de venir ici, mais c'était pas bien. Enfin, c'est vrai que c'était pas bien préparé, quoi. Et donc. On le dit, oui. Il y avait un article d'ailleurs, je sais plus, si c'était dans le journal 20 minutes où il disait que je crois que les 6 premiers mois étaient très décisifs et que. Il faut l'anticiper et la préparer, oui, parce que sinon, effectivement, il y a ce côté sentiment au départ un peu, ouais, chouette, c'est les grandes vacances, comme ça nous semble, on apprécie, et puis après, l'ennui peut nous tomber un peu dessus. Et vous l'aviez pas trop préparé, cette retraite? C'est-à-dire que, oui, la maison était organisée, si vous voulez, pour une maison en résidence secondaire, il n'y avait pas beaucoup de rangement, et puis j'ai récupéré des meubles de mes parents, donc j'ai encombré la maison. J'ai sous-estimé aussi. Quand j'étais jeune, j'avais repeint un appartement, donc j'ai pensé que ça serait. J'allais retrouver vite le goût du pinceau, du rouleau. Oui, vous disiez dans une maison, il y a toujours à faire, on peut pas s'ennuyer, ce qui est vrai finalement. Vous avez du terrain autour? Il y a un petit peu de terrain. Je trouve pas énormément, mais il y en a. Mais finalement, je me suis pas occupé du jardin non plus. Alors, vous avez pas repris les pinceaux non plus? Alors, qu'est-ce que vous faites? Un petit peu. Vous faites la grasse matinée et puis après. C'est-à-dire que j'ai essayé de m'inscrire dans les associations de danse. Ben oui, puisque vous faites de la danse folklorique. Ouais. J'ai essayé le folklore normand, qui est très différent de celui que j'avais fait avant. Et puis j'avais quand même, comme j'ai fait quand même pas mal de danse de salon, j'avais rencontré quelqu'un qui était pour danser, qui aimait danser, et puis. Et qui était devenue votre amoureuse? Oui, mais un jour, plusieurs fois, elle fait des scènes parce que
elle comprend pas que des gens, des amis de Paris, des ex de Paris me téléphonent. Vous avez beaucoup d'ex parisiennes qui vous appellent? C'est-à-dire que moi, comme j'ai pas tellement d'amis, Oui, mais pas quand mal j'ai des d'ex. amis, Ouais. je garde le contact. Oui, vous avez peut-être pas tellement d'amis, mais vous avez pas mal d'ex apparemment. Oui, quelques-unes. Bon, et qui ont envie de venir passer un petit week-end en Normandie, comme je les comprends. Oui, mais enfin bon, finalement, je les accueille pas spécialement. Enfin, Ah, pourquoi? parce que c'est vrai que la maison est toujours en chantier. Hein. Si vous êtes tout seul, je suis coincé entre le fait que je veux vivre ici et que je veux que je veux quand même couper les ponts, que je voulais bien couper les ponts. mais couper les ponts avec qui? Avec les gens de Paris, mais comme je connais presque personne ici, on peut pas couper tous les ponts. Non. Non, puisque c'est un peu paradoxal, puisqu'au fond, vous souffrez un peu quand même vous vous sentez un peu seul. Oui, je me sens seul, je m'ennuie. Donc c'est pas le moment de couper les ponts, justement. Ah ouais. Mais franchement, c'est normal. Vous êtes dans un moment de flottement aussi. Vous aviez, on trouve pas ces nouveaux repères comme ça. Et vous le dites vous. Enfin, entre aller dans une maison en vacances, y aller le temps des vacances, vous y alliez en plus quand il faisait beau, parce que c'est joli. La campagne, c'est vrai, l'été c'est formidable, mais l'hiver, c'est une autre paire de manches. C'est une station de bord de mer. C'est pareil, c'est mort l'hiver, quoi. Évidemment, c'est pas comme quand la saison bat son plein, mais ça a son charme aussi. Mais bon, c'est un peu plus mélancolique, on va dire. Ah. Mais cela dit, vous dites la maison c'est en chantier, alors que au départ vous vous étiez dit tiens, je vais pouvoir enfin entreprendre des travaux, bricoler. Alors qu'est-ce qui vous retient? Je trouve que je trouve que ça m'amuse plus, quoi. Je trouve ça vraiment pas facile, parce que j'aime bien le travail bien fait, tout ça. Vous êtes un peu méticuleux, perfectionniste? Oui, un peu. J'ai du mal. La maison avait eu une inondation, alors les murs étaient pas en bon état. J'ai passé pas mal de temps à faire l'enduit, tout ça. Après, de peindre comme il faut. En même temps, c'est génial quand même, hein, si vous êtes bricoleur et tout. C'est quand... Non, mais je suis un petit bricoleur. Je suis pas capable de faire un grand chantier. Pourtant, autrefois, j'avais repeint tout l'appartement de ma grand-mère. Oui, mais vous étiez plus jeune peut-être. Ouais. Je sais pas, ça joue aussi quand même. Hein. Ouais. Mais pourquoi vous prenez pas à ce moment-là un entrepreneur, enfin, parce que c'est vrai que peut-être une grande maison avec, ça peut vous paraître immense. Vous êtes seul. Oui, c'est ça aussi. Oui, alors c'est ça. J'ai pas de copains. J'ai jamais eu vraiment de copains. J'ai pas de copains non plus à qui on pourrait donner un coup de main. On m'avait donné le nom d'une association là. C'est une enseigne de bricolage qui a fait un site soi-disant, mais ça marche pas. On dirait que les gens qui s'inscrivent, à mon avis, on dirait qu'ils veulent être rémunérés. Je sais pas, c'est pas clair. Ça, remarquez, ça se comprend, hein, après tout. Ouais. Non, mais après tout, ils vont peut-être pas venir travailler gratuitement non plus. Il y a des associations. C'était un site de troc, d'accord. Ouais. Mais pourquoi vous manquez un peu de sous là pour faire des travaux? Non. Alors. Bon, les sous, j'en trouve. Là, je fais ça. Vous avez de la chance. Cette semaine. Déjà, si vous manquez pas de sous, c'est bien. Mais et par rapport à aux danses folkloriques là, alors justement le folklore normand, est-ce que vous avez là rencontré un peu du monde? Ah non. Et pourquoi? Parce que il se trouve que je suis allé dans un groupe réputé à Caen là. Et la première année, en fait, la femme du président m'a dit tu sais, tu es âgé et tout ça, donc c'est normal, tu n'avances pas tellement vite, tout ça. Donc elle n'a pas voulu me donner de costume parce qu'ici il y a un vestiaire. Donc c'est la femme du président qui s'occupe de donner les costumes. Et donc elle m'a dit tu sais, tu es âgé. Mais quel âge vous avez?
J'ai 64 ans. Ben ça va, vous n'êtes pas âgé. Le président il m'a dit mais il est plus jeune que moi et tout ça. Mais elle, parce qu'ils ont un groupe de jeunes et c'est vrai que ça les intéresse davantage d'avoir un jeune adulte qui amène aussi ses enfants et tout ça parce que le folklore. Oui, enfin, elle est quand même pas très. Pourquoi ça bouge beaucoup le folklore normand Oui, ça remue un peu. Ah, ça remue, d'accord. Ouais, et qu'est-ce que vous dansiez auparavant, vous? Moi, j'ai fait du folklore auvergnat, Limousin et auvergnat. Vous faisiez la bourrée Limousin. Oui. Ah ben ça bouge aussi. Un pas ça n'a rien à voir. Je connais ça n'a rien à voir le folklore normand, le folklore auvergnat. Ah ben non, de toute façon chaque région a son folklore. La bourrée, c'est un pas presque un peu glissé, pas glissé vraiment. Glissé, c'est pas les petits rats de l'opéra quand même. C'est pas non, ça y va quand même. Le normand, c'est plus sauté et plus en flexion. Enfin, c'est pas le folklore, c'est pas le. D'accord, oui. C'est pas le folklore de Marseille. Ça demande un peu d'entraînement. Oui, mais enfin, elle n'était pas très sympathique, je trouve, de vous dire ça d'emblée. Non, surtout que l'année dernière, elle me dit, j'y suis allé 2 ans. Oui. Cette année, je me suis pas réinscrit parce que l'année dernière, elle me dit, est-ce que tu te rends compte que tu n'es pas en rythme et tout ça. Oh, attendez, ça prend du temps, hein. Je dis non. Mais c'est vrai que en fait, le répertoire est assez varié. Les pas sont différents. C'est un peu comme dans le folklore breton, selon les danses. Mais dites-moi, après tout, si elle est pas sympa, cette présidente-là, il doit bien y avoir d'autres groupes folkloriques. Oui, mais alors l'ennui, c'est que, je vais vous dire, c'est que j'ai fréquenté plusieurs groupes déjà normands. Et en fait, je m'aperçois que ce qui se passe, c'est que le groupe de Caen, il a plus de 70 ans. Et il y avait une Madame Messager qui était musicienne à Paris, qui a créé ces groupes-là. Elle a créé une antenne à Paris, une antenne ici à Caen. Et en fait, elle a écrit, elle a trouvé que les danseurs prenaient des libertés, donc elle a écrit. Et il se trouve que les groupes locaux, des petits groupes locaux, ils ont fait leur variation à eux. Ils ont un peu comme vous racontez une histoire à quelqu'un, après 3 ans après... ils ont fait un peu les rebelles, ils ont pris un peu de liberté par rapport la danse, c'est pareil. Écoutez... ils ont pris de la liberté. Personne ne respecte un peu ce qui a été écrit, parce que quand même, il y a un livre de... Tout fout le camp aujourd'hui. De référence. Même la danse folklorique. Ouais. Oui, mais écoutez, sans rentrer trop dans ces considérations-là. Oui. Alors d'un côté, on vous dit que vous êtes trop vieux, et puis de l'autre, vous allez être trop jeune, c'est ça? C'est le côté normand. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Donc vous vous retrouvez le bec dans l'eau, finalement. Je suis pas trop jeune, je suis trop... Créez votre groupe. Je suis un peu vieux. Faites un groupe de bourrées limousines en Normandie. Vous aurez peut-être des adhérents. Ça va peut-être pas marcher. Peut-être que ça peut marcher. Il y a NJ qui me dit pourquoi vous feriez pas venir vos ex pour qu'elles vous aident à passer le rouleau. Ah oui. Écoutez, puisque vous souffrez de solitude, pourquoi vous les invitez pas, pas toutes ensemble, parce qu'elles seraient peut-être pas contentes, mais pourquoi vous les invitez pas à passer un week-end? Elles seraient ravies certainement. Ah ouais, mais elles veulent pas trop. Elles veulent pas trop quoi? Passer le rouleau? Ouais. Ah oui, non, mais ça, bon, mais au moins... Si elles viennent ici, elles préfèrent sortir, aller voir. Ah oui, mais ça, vous savez, Patrick, c'est le problème de toute façon, les résidences secondaires. Vous avez tous les copains qui vous disent, ouais, pas de souci, on va venir, on fera les travaux. Puis en fait, ils viennent boire des coups et s'amuser. Mais pour effectivement les travaux, c'est notre paire de manches. C'est souvent comme ça. C'est pour ça qu'après tout, si vous avez un peu des sous de côté, vous pouvez peut-être contacter un entrepreneur, enfin, voyez, vous faire aider un peu, parce que je comprends, ça vous paraît un peu un chantier colossal, seul. Oui, alors que c'est pas une grande maison. Alors, il y a Fabienne qui me dit que vous pourriez solliciter le CEL, c'est-à-dire le système d'échange local. Il doit y en avoir. Ça n'existe pas vraiment ici. Là. Ah bon. Alors, il y a André qui dit, moi j'habite en Normandie, je suis en retraite et je peux l'aider. André. Elle manie bien le pinceau, peut-être. Il y a Prune qui me dit,
Écoutez, vous aimez danser. Alors trouvez-vous un groupe, lisez, allez dans les cafés. Elle dit bonne route à vous. Il y a Alain, lui qui est à Lille, qui dit je suis en retraite depuis 4 ans. Entre la musique, le bal, la folk, les randonnées, j'ai vraiment pas assez de temps. Vive la retraite. C'est peut-être que par rapport à l'idée, déjà vous-même vous êtes plutôt un peu un solitaire quand même. Vous me disiez que même à Paris, vous n'aviez pas trop d'amis. Donc peut-être que c'est aussi votre fonctionnement. Alors à Paris, vous étiez habitué comme ça et vous aviez votre travail qui occupait beaucoup de temps. Et puis là, vous vous retrouvez avec beaucoup de temps devant vous et c'est une autre perte. Bon, vous voyez, c'est autre chose. Mais c'est assez bien analysé ça. Il faut que vous trouviez peut-être déjà si vous aimez danser, ça vous manque ça. Ah non, j'arrive quand même à danser là. Vous dansez tout seul? Ah non, je vais au thé dansant 2 fois par semaine. Ah ben voilà. Vous êtes un petit cachotier, vous m'aviez caché ça. Et alors au thé dansant, vous n'avez pas rencontré des femmes? Pas encore, ouais. Vous dansez avec elles, simplement. Pardon? Vous dansez avec elles, simplement? Ah ben non, depuis qu'on est fâchés, parce qu'on ne communique plus que par Skype, tout ça. Qui, même avec les femmes du thé dansant? Non, avec cette amie que j'avais trouvée, là, à un moment, je suis parti en province et elle ne m'appelait pas alors qu'elle pouvait m'appeler. Alors oui, mais si vous vous fâchez avec tout le monde, ça va pas aller, ça. Je me fâche pas avec tout le monde, je voulais rester en contact avec elle. Bon, Patrick, en tout cas, il faut que vous preniez un peu les choses en main là déjà pour que vous déprimiez pas trop dans votre maison là. Après tout, renseignez-vous. Il doit y avoir des associations avec des chèques emploi-service, des personnes qui viendraient peut-être vous faire des petits boulots, voir un entrepreneur. Et puis après, c'est à vous aussi d'y mettre un peu du vôtre, hein. C'est-à-dire quand vous allez dans l'été dansant, d'inviter un peu, et quitte même vos ex après tout avec qui vous avez gardé des contacts, peut-être qu'effectivement elle serait ravie de passer un petit week-end avec vous, pas pour faire les travaux dans la maison, ça, bon, on l'a bien compris, mais vous, ça vous ferait aussi du bien de sortir un peu. Et puis il y a Angèle qui reparle effectivement du site OVS, on va sortir. Ah oui, OVS, j'ai entendu parler d'OVS, qui est assez actif ici. Voilà. Et c'est vrai que... Alors inscrivez-vous, ça vaut le coup. La première fois, j'avais pensé aller faire une petite sortie et j'ai pas trouvé le lieu de rendez-vous. Mais je suis un imbécile, oui. Non, mais non, ça peut arriver à tout le monde de pas trouver. Mais c'est parce que OVS est assez actif ici, oui. Allez-y. Enfin, il y aura d'autres rencontres prévues. André, elle est très intéressée, André, hein, parce qu'elle me dit donc elle est à la retraite. Parce que moi, j'habite le Calvados, hein. J'habite. Oui. Grand, la Normandie. Elle est en Normandie. Oui, mais elle peut se déplacer visiblement. Elle est en Normandie. Elle peut vous aider et elle demande si la country ça vous intéresse. Ah oui, j'ai commencé la country là. Ah ben voilà, c'est vendu. Donc si André nous laisse son numéro de téléphone. Maintenant, ça ne tient qu'à elle. Hein. La balle est dans son camp. On pourra vous mettre en relation tous les deux. Ah, d'accord. D'accord. Et puis peut-être qu'on aura des contacts pour vous. La country, c'est assez sympa. J'ai été étonnée. J'ai vu 300 personnes danser la même chose. C'est impressionnant. Hein. Eh oui, mais il faut avoir, il faut être leste. Hein. Il faut plusieurs années de pratique. Ouais. Alors, écoutez, en tout cas, si André nous laisse son numéro, on vous transmettra, puis on aura peut-être d'autres contacts pour vous. Un dernier petit message de Brigitte qui dit « Essayez de vous débarrasser rapidement de la rénovation de votre maison qui vous freine et qui vous dépasse, parce que c'est trop. » En faisant faire les travaux, voyez aussi pour les meubles de vos parents, peut-être que vous êtes trop encombrés à tous les sens du terme, faites en sorte de vous sentir bien chez vous. Elle a raison. C'est ce qui vous permettra peut-être effectivement d'accueillir. Le problème, c'est que c'est des meubles de mes parents, je ne veux pas m'en séparer. Oui, mais parfois on s'encombre bien de... Je comprends, mais soit vous leur trouvez une place... Vous voyez, si vous voulez pas vous en séparer et effectivement vous leur trouvez un endroit, vous vous sentirez bien. Soit si ça vous pèse un peu, bon, il faut peut-être y réfléchir et à ce moment-là, vous vous en séparez pas, mais vous les mettez au grenier. Enfin, vous faites quelque chose, faire en sorte que ça soit pas un peu le bazar chez vous et que vous vous sentiez bien. D'accord ? D'accord. Allez, bonne chance, Patrick. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21, 65 centimes plus coût d'un SMS.
Et ben voilà, André vient d'envoyer son numéro pour Patrick. Donc tous les deux, je sens que très prochainement, ils vont aller danser de la country. On accueille maintenant Florent. Bonsoir Florent. Bonsoir. Je vous appelle par rapport. En fait, j'ai l'impression d'être dans une impasse. Donc je suis marié. Oui. Donc ça fait 7 ans. Et puis, en gros, pour reprendre ce qui s'est passé, on va dire ces 2-3 derniers jours, il y a à peu près une semaine, je sais plus pourquoi, on s'était un peu disputé. Donc ma femme elle m'avait dit de sortir et la laisser tranquille. Donc je suis sorti et puis vu que souvent quand il y a des choses à faire dans la maison, on a 2 enfants qui sont jeunes. Puis la maison elle est un peu grande, il y a des travaux dedans, des travaux dehors, enfin il y a plein de choses quoi. Et donc en fait on est un peu débordés et souvent ma femme elle me demande de faire des choses et puis moi je les fais pas forcément tout de suite ou des fois très tard. Donc vu qu'on s'était disputé, je me suis dit je vais acheter un petit tableau pour pouvoir noter dessus les trucs qui vont pas. Et puis il y a 2 jours elle avait noté qu'il fallait sortir les guirlandes. Ah oui, là ça approche là, effectivement. Voilà. Elle voulait faire la décoration de Noël. Pour que la maison soit jolie. Oui. Elle aime bien Noël, donc c'est vrai que pour elle, Noël c'est un moment important. Oui. Et puis en fait, elle avait déjà sorti quelques guirlandes, donc pour moi les guirlandes, c'était réglé. Donc même si j'ai vu écrit sur le tableau, je me suis dit c'est pas grave, c'est bon, c'est déjà fait. Et puis le soir quand elle est rentrée, elle m'a dit t'as rien fait pour les guirlandes et donc et vous vous êtes fait enguirlander. Voilà. Et pour le coup, j'avais pas trop réfléchi, donc j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Et puis après, en rangeant un peu la vaisselle, elle a vu ma gourde de vélo, elle s'est dit mais en plus t'as fait du vélo ce midi, t'aurais largement eu le temps de pas aller faire de vélo et puis de mettre les guirlandes et puis voilà. Et puis suite à ça, ça fait 2 jours là, elle me parle plus. Elle me dit, elle m'adresse pas la parole, répond pas quand je lui parle, comme si. Elle vous fait la tête. Et qu'est-ce qu'il a au-delà de ces guirlandes de Noël, c'est-à-dire la dispute portée sur. Vous m'avez dit, vous vous êtes débordé, vous venez dedans, mais la dispute, elle portait sur quoi au final? La dispute, c'est plus, si vous voulez, en fait, d'un côté, à la base, elle est un peu, on va dire. C'est elle qui le dit, parce que voilà, c'est moi, je n'irai peut-être pas jusqu'à. Elle se dit un peu maniaque, c'est-à-dire qu'elle aime bien que il n'y ait pas trop de poussière par terre, il n'y ait pas trop de choses qui traînent, que les papiers soient envoyés quand il y a des papiers envoyés ou des trucs à payer, enfin toutes les formalités que tout le monde a à faire. Et moi, de ce côté-là, je suis plus tête en l'air, donc les trucs, ça traîne un petit peu, et puis au final, je les fais plutôt au dernier moment. Et donc ça fait que au fur et à mesure des années, une fois il y a un truc que j'ai oublié, une fois un autre, et puis donc à force ça l'agace un peu quoi. Et c'est pour ça que un truc on va dire qui paraît bête, on arrive à ça quoi finalement. Et à chaque fois qu'on finalement que ça se passe pas très, qu'on arrive à discuter, j'arrive à discuter avec elle, on discute, j'essaie de faire comprendre que je suis comme ça, mais je vais essayer de faire des efforts, et puis au final, je refais toujours un petit peu, ça se reproduit un peu forcément, puisque des fois il y a des choses qu'elle a envie que je fasse, mais pour moi c'était pas à faire, c'était pas forcément à faire. Le sol il me paraissait pas si sale que ça, donc ça pouvait attendre. Mais c'est pas forcément pour le sol, mais c'est des choses. Non, mais enfin c'est des petits détails, des petites choses comme ça, mais pour elle ça devient important, ça prend Voilà. Et moi, mais parce que j'ai noté quelque chose. Vous me dites on est un peu débordé. Alors il y a quelque chose actuellement qui fait pourquoi? Vous venez d'emménager dans une nouvelle maison, il y a des travaux. Vous me dites qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a pas mal de travaux. Vous venez d'emménager, c'est ça? Ça fait 4-5 ans. Ah 4-5 ans, mais la maison était très très vieillotte. On a cassé, en haut on a tout cassé les murs, on a tout refait, toutes les chambres en haut, tout refait l'isolation, et puis maintenant on fait le bas, on a recassé des murs encore. Oui, alors si elle est un peu maniaque, évidemment, tout ça, c'est des gros travaux, de la poussière, des trucs, ça la bouscule un peu, quoi. C'est peut-être ça la stresse. Et puis on n'a pas le temps forcément de tout finir, quoi, dans le salon ou encore un gros IP. Oui, et elle aime bien que tout soit nickel, quoi, au carré. Donc c'est un mot, ça la stresse un peu tout ça.
voilà, ça serait un peu bien qu'elle a réussi à faire le deuil un peu de tout ça, de se dire bon, les travaux ça avance tranquillement, mais il y a toujours des petits trucs qui se rajoutent. Et quand vous me dites que vous êtes un peu débordé, à quel niveau vous vous sentez débordé? C'est-à-dire que en fait, il y a trop de, enfin surtout au niveau travaux, ça fait trop de choses à faire dans la journée. On peut pas tout faire. Et puis les enfants, ils sont petits. Donc Ils ont quel âge, vos enfants? Ils ont 2 et 4 ans. Oui, donc ça vous occupe déjà beaucoup. Ils ont tendance à se taper un peu dessus, donc on essaie d'arranger, enfin d'être très présent pour arranger les choses. Et ce qui fait que vu que ma femme elle travaille pas mal en ce moment, je suis quand même. Elle est un peu fatiguée là. C'est la fin de l'année. Elle est fatiguée. Il y a tout là qui se mêle un peu. Très fatiguée, c'est sûr. Donc elle aimerait peut-être un peu pouvoir s'appuyer sur vous. C'est ça, elle aimerait compter sur vous, parce que derrière tout ça qui peuvent vous paraître des détails, c'est vrai que, mais s'il y a des, effectivement il y a des choses, des factures, des choses comme ça, c'est pas des détails, ça, c'est que si c'est pas réglé parfois en temps et en heure, ça se complique, ça devient un serpent de mer. Je risque de régler en heure, mais pas à la même heure qu'elle, on va dire. Oui, mais peut-être que. Je sais pas, derrière tout ça, vous travaillez l'un et l'autre, il y a la maison, les enfants, on arrive à la fin de l'année, elle aimerait, vous faites Noël chez vous? Non, on va faire Noël chez ses grands-parents. D'accord. Mais elle aime bien cette période de l'année, elle voudrait peut-être pour vos enfants, que ça soit comme quand elle était enfant, enfin bien décorer la maison. Donc peut-être elle se met beaucoup la pression aussi par rapport à ça, si elle est un peu tatillonne, perfectionniste. Oui, c'est sûr, mais le problème, c'est que finalement, moi, j'ai envie de faire des choses pour justement lui faire plaisir et faire avancer les choses, mais le truc, c'est que je sais pas forcément quoi faire et finalement, jamais au bon moment, toujours trop tard. Des fois, je me dis, tiens, je ferais bien ça, et puis finalement, je me rends compte qu'elle est déjà en train de passer le balai, parce qu'au moment où je me dis que le sol est un peu sale, je l'ai dit une demi-journée avant moi, quoi. Et au final, ça fait qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir compter sur moi, quoi, alors qu'elle peut compter sur moi. Mais... Elle peut compter sur vous, certainement, pour autre chose. Sur quoi elle peut compter sur vous? Par rapport à quoi? Par rapport aux enfants, quand elle est au travail, je m'occupe des enfants, je reprends la douche, je les nourris. Vous êtes en horaire décalé? Elle travaille tard le soir, donc elle rentre à 8h et quelques, et puis moi je rentre vers 16h. Oui, donc vous, quand elle rentre, les enfants ont été douchés, ils ont mangé, oui, c'est précieux. D'accord. Puis, on va au dodo, et puis finalement il lui reste plus qu'à manger, quoi. Oui, elle peut passer un petit moment avec eux, tendre, leur lire une histoire. Vous êtes occupé de tout le reste. C'est ça, je range. Moi, je passe beaucoup. Mais est-ce que là, vous me dites finalement, ça fait 2 jours qu'elle vous parle pas, et vous savez, c'est fréquent de sa part, ça, quand elle est un peu en colère, elle a tendance à faire la tête comme ça, à ne pas parler. Oui, sa réaction, elle est fréquente, mais c'est vrai qu'il y a quelque temps, elle m'a dit que l'amour entre nous, c'était, elle ressentait plus les choses comme avant. Qu'elle sentait, qu'avant, elle avait vraiment l'impression d'avoir beaucoup besoin de moi, et que maintenant, elle a moins l'impression d'avoir besoin de moi. Donc ça m'a fait un peu... Oui, ça vous fait réagir, là, ça vous... Ça m'a fait mal, puis je me suis dit, C'était peut-être le but recherché, finalement, aussi, de vous piquer un peu au vif, de vouloir vous faire réagir, non? Oui, en fait, moi, quand je pense à moi et à comment je me comporte, j'arrive à me comprendre, pourquoi je réagis de cette manière-là. Des fois, je me démotive aussi, parce que ça me déprime un peu tout ça. Qu'est-ce qui vous déprime? J'ai plus envie de ranger, j'ai plus envie de faire ça, je veux un peu trader les choses. Il y a quelques temps, j'avais récupéré un jeu vidéo là, et j'ai passé beaucoup de temps dessus, parce que moi quand je joue, je pense à rien. Et à côté de ça, forcément, ça a dégradé les choses que je faisais dans la maison quand j'y jouais pas. Maintenant, c'est bon, j'ai compris que ça m'aidait pas, donc j'ai arrêté. Et puis, à côté de ça, je me sens quand même pas bien, donc je me dis, il faut que j'aille faire du sport pour que je me sente mieux, pour pouvoir être plus à fond et essayer d'être... Oui, alors il y a quelque chose dont, comment dire, je sens là sous-jacent qui va au-delà de ces questions d'ordre matériel finalement.
Parce que votre femme, vous l'avez toujours connue, elle a toujours eu ce côté un peu maniaque, vous beaucoup moins, et vous êtes plus, comment dire, plus cool, voilà. J'allais dire dilettante, mais voilà, plus cool, effectivement. Donc bon, et finalement, certainement, vous arriviez à vous organiser comme ça. Mais là, il y a autre chose, semble-t-il, que au point que vous, ça vous rend malheureux, ça vous déprime un peu, donc finalement, vous vous repliez aussi un peu sur vous, sur les jeux vidéo. Donc, ce qui doit l'agacer, elle, prodigieusement, de dire finalement, il y a le chantier. Il y a le chantier, lui, il joue comme un gamin sur ses jeux vidéo, alors que vous, c'est votre façon de vous couper de ça. Un peu en cachette. Enfin, je le faisais quand elle n'était pas au travail. Donc finalement, c'est juste que quand elle rentrait, j'avais pas fait grand-chose, quoi. Donc elle devinait bien, quoi. Enfin, mais je pense. Le problème, c'est-à-dire qu'après, si on arrive à tenir un livre de comptes, de voilà ce que j'ai fait, voilà ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, t'as lavé le sol, t'as mis les guirlandes de Noël, enfin, vous voyez, ça devient, c'est horrible, quoi. On n'est pas dans des contes d'apothicaire, là. Et malheureusement, parfois, les couples, ça peut tourner à ça. Mais parce qu'il y a des choses en arrière-plan où il y a de la colère rentrée, de l'agressivité. Et après, ça se traduit souvent dans le quotidien, dans des choses du quotidien. C'est ça. C'est le fameux, t'as pas rebouché le tube du dentifrice. Mais au fond, on s'en fout. C'est-à-dire qu'enfin, au départ, on fait pas attention à ça. Après, pourquoi ça prend tant de proportions, tant d'importance? C'est parce qu'il y a un peu une communication qui se délite, il y a un peu un échange, une complicité. Et peut-être qu'effectivement, ces dernières années, déjà, vous me dites, vous avez 2 petits-enfants, 2 et 4 ans, qui vous mobilisent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de fatigue. Vous travaillez l'un et l'autre. L'achat d'une nouvelle maison, avec les travaux, c'est aussi quand même... Tout ça, ce sont des événements de vie agréables, acheter une nouvelle maison, mais qui nécessitent aussi de la fatigue, des soucis, du tracas. Et que finalement, vous êtes un peu éloignés, vous deux, pris dans ce quotidien, au fond. Parce que vous nous parlez de votre quotidien. Oui, on s'est éloigné et puis on n'arrive plus. Au départ, on se parlait pas mal. Et puis quand il y avait des problèmes, je disais, en parlant, j'arrivais à améliorer un peu la situation et puis on a essayé de trouver des solutions. Mais finalement, à chaque fois, nos différences, donc quelques petites différences, on va dire, font que les problèmes se représentent. Mais quand les problèmes se représentent, elle a de plus en plus de mal à accepter de reparler parce qu'elle a l'impression que si on reparle, ça va raméliorer les choses pour que ça empire derrière, et voilà. Et donc finalement, à chaque fois... Alors, si effectivement, au fond, elle a l'impression qu'elle parle dans le vide... C'est moi qui parle, mais que finalement, je parle pour dire des choses qui finalement se dégraderont forcément au bout d'1 ou 2 mois, même si derrière, ça repart bien. Je vais vous lire quelques messages qui me parviennent. Vous allez me dire, il y a Prune qui dit déjà, expliquez-vous, le silence hostile est insupportable. C'est vrai que dans le silence, il y a une forme d'agressivité aussi, d'hostilité. C'est très, très, très dur. Bon. Donc, comme dit Angie, est-ce que vous faites pas, vous, un peu de résistance passive par rapport à ça, par rapport à ces exigences aussi? Un petit peu. Bon, parce que Brigitte dit, elle dit, Florent ne doit pas trop se culpabiliser parce qu'après tout, vous avez votre propre façon de faire, votre propre tempérament, vous faites les choses à votre rythme et que votre femme semble effectivement, elle, très exigeante. Donc face à ça, vous avez l'impression que de toute façon, quoi que vous fassiez, est-ce que vous avez le sentiment que c'est jamais assez bien? C'est le sentiment que j'ai. Et puis, puis j'ai le sentiment aussi d'échec finalement, de faire des choses pour elle qui ne servent à rien. Au contraire. Quand elle vous dit j'ai moins besoin de toi, j'ai le sentiment d'avoir moins besoin de toi, vous lui avez demandé, est-ce que vous savez pourquoi elle avait besoin de vous il y a quelque temps encore? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là, dans le sens d'avoir besoin de vous? Le problème, c'est qu'avant, on avait on était proches, on pouvait rire ensemble, je pouvais faire des blagues et la faire rire, alors que maintenant, si je fais une blague, limite, j'ai dit quelque chose de trop, quoi. Je peux même plus être moi-même, quoi, finalement. Oui, il y a des clignotants au rouge quand même, là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est on voit bien, je comprends mieux dans du quotidien que vous décrivez, qui ne semble être fait que de contraintes, au fond, aujourd'hui. C'est de contraintes. De choses à faire, de contraintes finalement. Des deux côtés, elle a l'impression... Certainement.
Certainement. Trop de contraintes et Oui. que je la libère pas assez. Oui. Et moi, j'ai l'impression de faire beaucoup de choses pour lui libérer des contraintes et que ça n'amène à rien. Finalement, voilà. Et du coup, il y a beaucoup de frustration. Vous, ça vous rend malheureux parce que vous avez le sentiment que quoi que vous fassiez, ça va jamais. C'est toujours à côté, c'est pas assez, c'est pas à temps, c'est pas le bon. Et puis elle dit comme si elle parlait en l'air ou enfin bon. En tout cas, finalement, l'un et l'autre. De se détacher en fait, de se dire bon bah si je fais comme si je tenais plus à lui, bah finalement c'est pas si grave parce que je tiens plus à lui, c'est son problème, c'est plus mon problème quoi. C'est pas ce qu'elle vous dit, hein. Elle vous a pas dit qu'elle tenait plus à vous. Oui, elle me le dit pas, mais c'est vrai que moi, Vous le ressentez comme ça. Je le ressens comme ça. Après, Oui. Donc ça vous donne pas envie non plus de, j'ai envie de dire, de lui faire plaisir, de faire des efforts. Si vous avez ce sentiment-là. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait partir. Dire ça m'ennuie parce qu'au fond, effectivement, vous pouvez lui parler de vos craintes, de votre peur de vous éloigner, et qu'au fond, aujourd'hui, vous ne parlez plus que de ce qu'il y a à faire en termes utilitaires, mais plus en termes d'être ensemble, de plaisir, quoi. C'est vrai que moi j'ai arrêté de voir dans l'avenir. Avant j'aimais bien, je sais pas, organiser pour inviter des amis, me dire tiens tel week-end on va aller à tel endroit. Et voilà. puis finalement ça fait 1 ou 2 ans que j'ai plus aucun projet de ce genre-là quoi. Vous pensez pas et ça vous manque vous? Bah oui, ça manque. Oui. Par exemple samedi dernier je me suis dit tiens j'aurais fait mon anniversaire, je vais inviter du monde. Ah oui. Et je sais pas, j'ai passé une soirée, c'était tellement bien que le lendemain, elle m'a fait une petite réflexion, comme quoi je sais plus, je vais faire un petit truc, n'importe quoi. Et puis j'ai eu l'impression que toute la soirée qui s'est bien passée, hop, c'était tout effacé. Je suis revenu dans mon état d'avant, quoi. Oui, ça va pas ça, parce que vous-même, effectivement, c'est assez déprimant. C'est-à-dire qu'il y a eu cette soirée d'anniversaire, une petite bulle là, c'est ça là, c'était léger, c'était poif, et puis après on repart dans la chape de plomb. Et l'anniversaire, vous l'aviez fait chez des amis? Non, on l'avait fait chez nous, c'était mon anniversaire, on l'a fait à la maison, on avait invité quelques amis et on avait fait une petite soirée comme on faisait avant. Finalement, avant, ça nous arrivait plus régulièrement. Avec les enfants, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais c'est pas impossible non plus. La preuve, on l'a fait. Elle vous semblait comment dans cette soirée? Ah bah, elle était épanouie. Elle était détendue, elle était souriante, elle était gaie, ouais. Ce qui vous manque. Vous voyez, je reçois au même moment un message de Brigitte qui me dit « Ça doit être usant, ces travaux à faire perpétuellement, en plus du travail et de la vie domestique. Et donc aussi les enfants, enfin qui sont petits, qui vous demandent beaucoup. Alors elle dit, avez-vous aussi des loisirs, des temps de détente, seul ou à deux? C'est ça qui vous manque aujourd'hui finalement. Le problème, c'est que moi, je sais que, pour tenir, je sais que j'ai besoin d'aller faire de l'escalade, d'aller faire du vélo. Oui, je comprends. Par semaine, parce que j'y vais et après c'est une piqûre qui me fait du bien pendant 2 jours. Quoi. Oui. Et ça me sauve, on va dire. Je sais que ça me sauve. Et à côté de ça, je sais que ma femme, pour elle est tellement débordée qu'elle ne s'autorise même plus. Elle s'autorise plus. Alors il faut que vous bousculiez ça un peu. Moi, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire qu'elle faisait avant, elle avait une activité où elle voyait des copines, elle n'a jamais trop eu d'être. Non. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été passionné d'escalade, de vélo. Donc oui, vous avez des passions. Voilà, j'en ai toujours fait. J'ai toujours fait, même si ça me devait me repousser des choses derrière, parce que je savais que j'en ai besoin. Et ma femme, c'est pas. Elle n'a pas de passion vraiment. Oui, elle aime bien. C'est plus une femme d'intérieur. Enfin, elle aime bien son. Faire la cuisine. Voilà, d'accord. Regarder un film à la maison ou aller au cinéma. Oui, et elle faisait des choses avec vous finalement. Et avant, on sortait aussi, on allait faire souvent des randonnées ensemble. Ah oui. Et c'est vrai qu'avec les 2 enfants, quand il y en avait qu'un, il suffisait de porter un des enfants, donc tout va bien. Et quand il y en a 2, je peux pas porter tout le monde. Et de temps, non, vous portez déjà beaucoup de choses. Mais est-ce que il n'y a pas les grands-parents ne sont pas proches? Les grands-parents, ils sont à presque 3 heures de route. Ah oui, c'est compliqué. On parle plus à ses parents, à elle, on parle plus. Donc, et puis de toute façon, ils habitent encore plus loin. Ça doit lui peser, ça, non? De plus parler à ses parents. Ça lui a beaucoup pesé à un moment, mais ça lui pesait plus de leur parler.
c'était une relation qui était pas bonne. Donc, c'est-à-dire que ça déteignait même sur notre couple. D'accord. Donc à un moment, je lui ai dit, faut que soit tu leur parles pour leur dire ce qui va pas, parce que c'est pas possible, ça continue comme ça. Soit tu leur dis rien, mais à ce moment-là, tu continues pas à m'embêter sur ce genre de choses. Ou soit tu leur parles plus, mais faut que tu fasses quelque chose. On peut pas rester comme ça. Donc elle a essayé de leur parler, et finalement, la réaction de sa mère a fait que c'était impossible. Donc depuis. Et vous pensez pas que Noël la bouscule un peu quand même là ? Noël, c'est quand même justement la famille, justement vous dites. C'est ses grands-parents qui sont les parents. Heureusement. Heureusement, oui. Oui, mais ça la renvoie peut-être aussi à ses Noëls d'enfants. Enfin bon, il y a un moment qu'il y a un problème entre vous. Ça la bouscule. De toute façon, Noël, puis elle adore son grand-père, et puis ça. Bon. C'est bien qu'elle ait ses parents ne s'occupent pas du tout de lui. Alors que sa femme est décédée il y a 1 ou 2 mois, quoi. Et ses parents, finalement, ils font rien, ils font jamais rien, ils vont même pas les voir, quoi. On les voit plus souvent alors qu'on est 3 fois plus loin, quoi. Elles sont peut-être un peu seules aussi. Je pense qu'elles se sentent seules comme finalement. moi, je me sens comme seule, vous vous sentez seule. Moi, peut-être parce que. Encore peut-être plus parce qu'effectivement, même si elle a décidé une rupture avec ses parents parce que ça devenait très compliqué, c'est pas forcément définitive d'ailleurs, je le souhaite pour eux, mais ce sera dur. Bon, il faut voir. C'est toujours douloureux. Ça entraîne toujours beaucoup de culpabilité. Enfin, c'est pas sans mal. Ces histoires-là. Donc si en plus, alors, mais au-delà de ça, il est quand même important là que vous retrouviez, parce qu'il y a quand même des signaux qui sont rouges. Vous êtes, ça vous déprime, ça. Et elle est pas bien de son côté. Donc finalement, vous savez, après, c'est malheureusement, beaucoup de couples peuvent se retrouver dans ces situations où on construit, on avance, il y a les enfants qui arrivent, une nouvelle maison, des projets, et puis les travails, puis finalement, la vie au quotidien use. Le quotidien peut user aussi. Et où finalement, comme vous dites, avant, vous riez ensemble, vous vous amusiez, il y avait des moments de plaisir, et puis il y en a de moins en moins, et puis finalement, il y a plus les contraintes du quotidien, l'intendance, la vie domestique, et ça bouffe, C'est, donc, je sais pas comment réagir. Parce que moi, déjà en réagissant, et vous voyez, je reçois un petit message de Brigitte qui dit il faut que vous sortiez, vous, de ce statut d'éternel coupable, finalement, et de cette sorte de cercle vicieux dans lequel vous êtes, en exprimant clairement ce que vous ressentez. C'est-à-dire que finalement, c'est pénible pour vous de vous sentir comme si vous étiez toujours pris en défaut, jamais là où il faut, jamais quand il faut. Donc à un moment, c'est insupportable parce que ça fait que vous avez envie de vous réfugier de plus en plus. Bah oui, à un moment, c'était vos jeux vidéo, ou partir faire de l'escalade. Bon, heureusement que vous avez ces moments de respiration. Mais à côté de ça, je sais que c'est une solution de facilité, quoi. Si je reste pas à la maison, c'est facile, tout va bien. Écoutez, ça vous permet, vous, d'avoir des moments de respiration. C'est votre façon aussi de tenir. Simplement, effectivement, si vous ne faites que ça n'ira pas. Parce que il y a le valet de cœur qui demande à quand remonte finalement votre dernier restaurant, votre dernier moment d'intimité où vous vous êtes dit des mots d'amour. Je sais pas. Oui, vous savez plus trop. J'ai du mal. Ça fait un moment, quoi. Mois. Ça fait. Oh bon, ça va. C'est pas. Non, ça fait pas des années non plus. Non. Mais ça alterne, ça va un peu mieux, ça va un peu moins bien, mais c'est vrai qu'à chaque fois on revient sur cette situation-là, donc finalement je me dis que, j'en parle avec ma femme, on raméliore un petit peu les choses, on essaie de faire 2-3 trucs, puis finalement on revient au même point, donc je me dis faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Faut pas rester là-dessus. Déjà, il faut aller vers elle, là. C'est-à-dire, faut pas la laisser s'enfermer dans le silence, et c'est aller au-delà de, pas revenir sur la dernière facture, le sol qui a été lavé, les travaux et tout, parce que vous allez tourner en rond, là. Le problème, c'est pas ça. Vous, effectivement, c'est partir déjà de ce que vous ressentez, vous, que ça vous rend malheureux, qu'effectivement, de toute façon, vous avez l'impression d'être toujours là au mauvais endroit, pas bien faire les choses, que vous puissiez dire, moi je crains qu'on s'éloigne finalement, et que ça vous rend malheureux. Vraiment sur mes sentiments, pas sur. Oui. Parce que comme le dit Angie, vous vous sentez tous les deux abandonnés au fond l'un par l'autre.
Au fond, ça vous rend malheureux tous les deux de voir que votre histoire d'amour, ce qui a fait que vous êtes choisis, vous êtes aimés. Aujourd'hui, il y a plus que, c'est pas drôle, quoi. Il y a plus que les contraintes de la vie domestique. J'ai beaucoup de messages pour vous, Florence, qui montrent que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices se retrouvent dans votre témoignage, parce qu'effectivement, la vie de couple, ça peut être usant, mais c'est passionnant aussi. On va en parler après le journal, d'accord? Ne raccrochez pas. Je vais vous lire tous ces messages. À tout de suite. De votre libre antenne, et vous pouvez bien sûr continuer à appeler le 3921 pour me parler de vous. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne par mail europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. C'est Florent qui est avec nous et vous nous parlez de votre couple. Vous dites depuis 2 jours, finalement, votre femme vous fait la tête, mais on découvre un peu en parlant avec vous que ça va ça va au-delà finalement des petites choses du quotidien qui souvent, on s'accroche pour des choses du quotidien, mais il y a quelque chose de plus général, comme le dit Jane, disons, qui dit finalement c'est une sorte de lassitude due à l'accumulation de choses à faire. Il faudrait que votre épouse lâche prise et surtout jouer carte sur table avec elle, avec franchise et sincérité, mais le pourra-t-elle? Parce que rien que de plus mauvais que d'être face à un mur qui s'enferme dans un mutisme, toujours très difficile pour le conjoint. Alors elle dit, une thérapie de couple, peut-être, c'est ce que proposait Brigitte, en disant finalement, essayer d'ouvrir, en disant, bon, on s'éloigne, c'est-à-dire sortir de ces choses, des guirlandes de Noël, des choses comme ça, enfin, ne pas se laisser enfermer, en disant que vous avez conscience qu'il y a quelque chose au fond de plus profond, même si quelqu'un dit aussi, parce que j'ai beaucoup de messages qui me parviennent par SMS et que je vais vous lire, il dit, cet homme qui appelle finalement parle d'une situation somme toute très courante et pas dramatique. Donc il faudrait commencer par un échange avec sa femme en lui disant qu'il a appelé la radio. Ça, je suis pas sûre, parce que je suis pas sûre qu'elle serait heureuse forcément que vous en parliez à la radio, parce que cet auditeur ou cette auditrice dit en tout cas que ça vous rend à ses yeux particulièrement touchant. Il y a quelqu'un qui me dit, votre situation ressemble beaucoup à la nôtre. Nous avons décidé, que j'arrête de travailler afin de finir les travaux, cela pour sauver notre couple. Voilà, les travaux et le couple, c'est vrai que ça fonctionne pas toujours bien. Il y a quelqu'un qui dit, peut-être qu'un conseiller conjugal pourrait vous aider à vous parler et à nouveau faire des choses constructives ensemble. Il y a Françoise qui dit, peut-être que si au lieu d'écrire sur vos tableaux ce que vous avez à faire, vous écriviez ce que vous faites l'un pour l'autre et ce que vous aimeriez pouvoir continuer à faire l'un pour l'autre. Coco dit, je me retrouve complètement dans ce que vous dites, Florent. Il faut dialoguer, vous retrouver un peu, c'est important. Attention, ne vous enfermez pas dans un mutisme. Beaucoup de gens qui disent, pourquoi ne pas laisser les enfants? Alors, certains parlaient pendant une semaine chez les grands-parents, mais les grands-parents, ils sont à 3 heures de route pour discuter, vous laisser du temps libre, des petites soirées, ou une babysitter, au moins, peut-être de temps en temps, pour vous retrouver un petit peu. La babysitter, oui, après faut le trouver. Ça se trouve. Parents, ça se trouve. On fait déjà l'été, oui, mais là c'est dans la journée, c'est-à-dire, voyez, c'est dans la journée, c'est les week-ends, c'est-à-dire quelques heures, quelques jours, faire quelque chose d'agréable ensemble, c'est ce que dit Catherine, c'est-à-dire pouvoir vous retrouver des moments d'intimité. Il y a quelqu'un qui me dit, je me retrouve complètement dans votre témoignage, j'ai vécu une histoire similaire à la vôtre, il faut aller droit au but avec elle, avoir une vraie explication, couper avec votre quotidien, l'amener en week-end, parce que là, on sent qu'elle est en train de se lasser de la vie de couple, du quotidien. C'est ce que dit quelqu'un également. Il est urgent de vous retrouver hors du quotidien, un week-end en amoureux, pour vous rappeler le plaisir que vous aviez à être ensemble. Parce que beaucoup ajoutent, dire c'est si précieux finalement un couple, la cellule familiale que vous avez construite.
vous avez 2 petits-enfants, 2 et 4 ans. Donc vraiment, trouver des... Comment ? En soi, on a tout ce qu'on... Tout ce que vous désiriez, finalement. Et elle aussi, certainement. Et puis finalement, pour nos, c'était les 6 ans l'année dernière. On est parti en week-end, on a laissé les enfants à mes parents. On est parti 3 jours en week-end, dans les Alpes, à côté du Mont Blanc. Et donc ça c'était vraiment sympa, mais juste en rentrant, je sais plus pourquoi, on s'est redisputé pareil alors qu'on était sur le retour du truc. Et puis elle m'a dit ça gâche tout notre week-end. Enfin bon. Donc au final, encore un effort qui m'a paru vain. C'est-à-dire que après, effectivement, si au fond ça reste alors parfois des petites bulles comme ça, une escapade en amoureux, se retrouver permet d'être moins usé, lassé du quotidien. Mais après, vous savez, le quotidien peut être extrêmement usant et surtout la vie aujourd'hui avec entre le travail, les travaux dans la maison, les enfants petits, donc il y a beaucoup de contraintes. Si finalement dans la balance, ça penche essentiellement du côté des contraintes et que sur le côté plaisir, il n'y a plus rien, votre couple, il est en danger. Il faut retrouver une complicité. Ça, ouais. Et je crois que, franchement, il y a quelque chose avec elle, c'est-à-dire dire on va pas, moi je peux pas rester, ton silence là me fait du mal, m'oppresse, et ne pas la laisser s'enfermer à en parler avec elle. Dire j'ai bien conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on s'éloigne et que finalement ça vous fait souffrir et quitte peut-être effectivement si ça tourne en rond, au moins proposer d'aller en parler. En fait, on a déjà à un moment, ça allait pas très très bien parce que elle travaillait pas, s'était arrêtée pour garder les enfants et moi je travaillais et puis vu qu'on était un peu limite, je donnais des cours particuliers en plus, ce qui fait que j'étais quasiment jamais à la maison. Et donc au bout d'un moment, ça a pété. Elle m'a dit qu'elle voulait plus qu'on vive ensemble et tout. Et donc après, j'ai fait une petite analyse de ce qui allait pas et donc je me suis dit qu'effectivement le problème c'est que je passais plus de temps à la maison, qu'on faisait plus rien. Et après ça, donc ça s'est amélioré dans la mesure où j'ai passé plus de temps à la maison et on a pu refaire quelques jeux de société ensemble, des petits trucs ensemble. Et c'était pile poil il y a 1 an finalement. Et cette année, là, elle a repris le travail et puis là, elle s'est dit qu'elle allait travailler un peu plus et ce qui fait que sur ces semaines-là, elle a travaillé énormément et ça fait un peu l'effet inverse. Elle doit être très fatiguée aussi. Elle est fatiguée avec le travail, la maison, les enfants. Bon, il y a plein de choses. Simplement, il faut vraiment que vous en reparliez là. Et en ayant le désir de dire, parce que sinon, peut-être en ayant conscience de dire, on est en train de s'éloigner. Il faut que vous abordiez les choses très clairement avec elle. Réécoutez peut-être en podcast l'émission, parce que je vous ai lu beaucoup de messages d'auditeurs, donc de façon un peu rapide, et vous aurez le temps peut-être de réfléchir, parce que je trouve qu'il y avait des messages qui étaient certainement très judicieux et qui pourront vous permettre d'y réfléchir. En tout cas, on sent que vous avez à cœur que ça évolue. Le message qui vous a le plus, pardon. J'ai trouvé qui était vraiment, qui me plaît vraiment, c'est l'idée d'au lieu de noter les choses à faire, noter ce qui nous a fait plaisir sur le tableau. Vous pouvez faire l'un pour l'autre. Voilà, ce qu'on a fait pour l'autre, ça serait quand même beaucoup plus positif, quoi. Et donc ça, je pense que vous trouviez le moment de vous rapprocher, le moyen en tout cas. Bonne chance, bonne chance, Florent. D'accord, merci de m'avoir écouté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Eddy. Bonsoir. Oui, donc je vous explique mon cas. Oui. Je suis malvoyant depuis la naissance. Oui. Et là, récemment, il y a 3 ans, j'ai eu un accident, un implant suite à une cataracte. Et j'ai perdu pas mal de vision. Depuis ce temps-là, j'arrête pas de déprimer. Qu'est-ce que je dois faire ? Dites-moi, je peux pas vous répondre comme ça, là. Hein. Parce qu'il y a des choses que je faisais avant. Faire par rapport à quoi ? Par rapport à le fait que vous déprimiez, parce que vous avez de moins en moins votre vue, c'est encore diminué. Votre vision encore diminuée. Tout à fait. Parce que je vois, il y a 3 ans, dans mon métier, j'ai pas le permis, mais les supérieurs me laissaient conduire certains engins sur les chantiers, servir les tondeuses et tout, et là, je ne peux plus rien faire. Je suis attribué à balayer, et pour moi, c'est valorisant, quoi.
Oui, je comprends. Ça a eu un impact très important par grave rapport à sur votre moi, quoi. métier. Oui, vous aimiez votre métier, conduire Ouais, des bah, engins. tout à fait. Voilà, ça. Et aujourd'hui, du coup, on vous a reclassé professionnellement. Non, je suis resté dans la même équipe, mais je fais plus Oui. les tâches. Vous effectuez des tâches compatibles avec Oui. ce handicap. Oui, mais c'est pas évident quand je vois les collègues qui se servent des engins que je me servais avant et que moi, Oui, ça vous je me vois renvoie à ce que. à traîner comme un vieux là, à ramasser les papiers ou à balayer. Oui, ça vous Je suis renvoie à ce que démoralisé, quoi. vous ne pouvez plus faire aussi. Et c'est Voilà. vrai Puis que c'est déprimant. j'avais pas que ça. Avant, j'avais plein d'activités. Avant, j'étais DJ dans les boîtes de nuit. Et là, je peux plus le faire parce que la nuit, je vois plus rien. Alors, vous voyez un petit peu le délire. En étant malvoyant, vous étiez DJ, néanmoins. Oui. Je veux dire, et je pense qu'effectivement, il peut y avoir un temps aussi de réadaptation, d'acclimatation. Mhm. Parce que il est possible que vous puissiez continuer à faire ça. Après, en vous adaptant finalement. Là, Oui, ça vient de se passer. C'est très récent tout ça. oui, c'est il y a 3 ans. Et oui, mais ça prend du temps finalement pour. Enfin, je veux dire, c'est de trouver d'autres repères. Finalement, aujourd'hui, où en êtes-vous au niveau de la vision? C'est-à-dire, vous me dites la nuit, donc vous n'avez plus de vision. La J'ai du mal à voir la journée, nuit. Bah, c'est pas évident. J'ai du mal à me déplacer quand même. vous avez du mal à vous déplacer. C'est ça qui est embêtant. Oui, je comprends. Et Oui. je me sens diminué. Et des fois, bah, ça va pas, je déprime. Et puis voilà, Oui. hier j'étais déprimé. Et Oui. là aujourd'hui, c'est mon voisin qui m'a emmené faire les courses. Heureusement qu'il était là. Mais j'ai quand même réussi à faire mes courses. Mais c'est plus comme avant. Oui, vous êtes allé dans l'endroit où vous faites vos courses habituellement Ah oui, oui, oui. et vous avez pu, donc avec l'aide de votre voisin, vous repérez un peu. Oui, mais sans le voisin, j'aurais eu du mal. C'est ça, c'est ce qui est pénible aussi pour vous, c'est d'être dépendant de quelqu'un, là où auparavant vous preniez votre véhicule et vous alliez faire vos Non, courses. j'ai pas le permis. J'ai jamais eu le D'accord, permis. vous n'avez pas eu le permis. Mais avant, bon, j'avais le vélo, tout ça. Voilà, quoi. Et depuis l'accident, parce que en 96, j'ai eu un décollement de rétine Oui, qui a été soigné avec succès. oui. Et après, bon, j'ai eu les cataractes qui s'en sont suivis, qui ont été soignés avec succès. Mm. J'étais pendant 13 ans tranquille et j'ai eu un accident en 2011. Et le déplacement d'implant, bah, ça a généré... Bah, le professeur ne va plus trop replacer l'implant, donc ça a généré une mauvaise vision. Mais au moins, il a été honnête. Il m'a dit, je vous replace, mais ça sera plus comme avant. Et il avait prévu que ça serait vraiment aussi lourd pour vous, c'est-à-dire vraiment une mobilité très réduite, ou vous le Elle me l'avait revoyez? dit. Il vous l'avait dit. Oui, mais bon, moi, j'ai pas accepté, c'est tout. Bah, écoutez, c'est pas quelque chose qu'on accepte facilement, hein. C'est normal. Il faut, enfin, vous voyez, il y a un deuil à faire d'une certaine façon. Par rapport à ce que vous pouviez faire, ce que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui, et donc composer avec cette vie aujourd'hui. Ça a eu des conséquences dans votre travail, dans beaucoup de choses. Alors effectivement, votre travail aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous propose? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités d'évolution quand même en interne aussi? Il faudrait que je voie ça avec mon employeur, quoi. Oui. Oui. Voilà, quoi. Mais Oui, c'est parce pas que évident. c'est tout ça qui est à réenvisager. Comment êtes-vous justement? Vous vivez seul, si je comprends bien? Oui, j'ai eu des copines, mais là, ça fait 4 ans que je suis célibataire. D'accord, donc vous êtes célibataire. Est-ce que vous êtes entouré quand même un peu? Vous avez donc un J'ai ma voisin famille. sympathique, vous avez votre famille, d'accord? Mais depuis cet accident, Hmm. je suis devenu, comment dirais-je, ben, je parle plus. Je suis bloqué et je parle plus. Je suis dans mon coin. Vous n'êtes pas bien. Je suis dans un mutisme, mais je parle plus. Alors qu'auparavant, vous étiez quelqu'un de plutôt bon vivant, enfin vous êtes plutôt oui, carrément, oui. communicatif, Oh là, oui. oui, oui. Oh oui. Oh oui, Oui. même trop bon vivant des fois. Ah bon, pourquoi? Oh oui. Non, parce que... Pourquoi trop bon vivant, ça? Vous aviez tendance à... Bah, j'étais bout en train, j'étais le premier à faire, D'accord. excusez-moi, le con au boulot Oui, et tout. oui. En centre-ville d'Évreux, avec les copains, on était les premiers à faire les cons. Puis là, bah, je vois plus personne.
Donc, même si vous étiez malvoyant, puisque vous me dites que ça, c'est un problème quand même de naissance. Ah oui, oui, oui. Ça n'avait pas du tout entamé votre joie de vivre. Ah non, du tout. Du tout. Si ce n'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous passez de malvoyant à non-voyant. Enfin, pas tout à fait. Pas tout à fait, mais c'est une grosse gêne. Mais c'est une grosse gêne, ça vous limite beaucoup. Donc il y a encore tout un temps. Il faut le temps, vous laisser le temps d'intégrer tout ça, mais quand même peut-être d'être un peu soutenu. Et par rapport justement à ces moments de déprime que vous avez, est-ce que vous en avez parlé à votre médecin? Est-ce que vous pouvez être un peu... Oui. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de mis en place pour que vous soyez quand même un peu aussi soutenu, aidé, ou avec des associations d'ailleurs? Non, enfin bon, on m'a dit qu'il fallait prendre sur moi. Bah oui, mais ça fait 3 ans que ça dure, je peux pas venir. Qui vous dit qu'il faut prendre sur vous? Les médecins. Puis les gens qui m'entourent. Oui, enfin, prendre sur vous, c'est facile à dire. Dans les faits, je trouve que déjà, vous avez pas mal pris sur vous. Et vous prenez tellement sur vous que finalement, il y a des moments où ça va pas, quoi. Voilà, exactement. Non, je crois que c'est pas un bon conseil, prendre sur vous. Vous êtes, bien sûr, obligé de faire avec cette réalité-là et de vous adapter, mais ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc parfois, c'est important aussi de pouvoir un peu être accompagné, de pouvoir par des associations, peut-être, je sais pas, prendre contact avec l'association Valentin Huy. Vous connaissez? Oui. Vous voyez, qui pourrait, je trouve, être un peu un soutien, un réconfort, vous donner un peu, vous entourer, vous sentiez un peu moins seul quand même. Parce que là, c'est comme si, ça vous tombe dessus, il faut vous adapter à cette nouvelle donne. Dans les faits, ça vous réduit votre mobilité. Dans votre travail, vous ne faites pas plus que vous aimez. Donc déjà, il faudrait voir de ce côté-là, peut-être avec la médecine du travail, voir qu'est-ce qui est possible. C'est-à-dire que vous êtes fonctionnaire ? Oui. D'accord. Donc ils vous ont reclassé. Donc déjà il y a cette sécurité là, c'est important. Mais il y a peut-être des formations que vous pourriez faire et qui seraient plus valorisantes pour vous. Ah d'accord. Vous voyez, au même moment, je reçois un message de PNOP qui dit pourquoi ne pas essayer de faire une formation en vue d'un reclassement dans un emploi plus valorisant. Ah oui. Parce que, évidemment, pour vous aimiez beaucoup conduire des engins, vous vous retrouvez à ramasser, à balayer. Enfin, oui, voilà. C'est pas étonnant que vous vous sentiez pas bien. Ça contribue à voir, vous avez du coup une mauvaise image de vous. Et les collègues disent, tu parles plus ni rien, t'es dépressif, si tu es dans ton coin, encore un autiste. Voilà. Ouais. Oui, ils se rendent pas compte, ils voudraient justement vous retrouver un peu le bout en train que vous étiez auparavant, mais évidemment, ça a entraîné de sérieuses répercussions dans votre vie. Et je trouve qu'on vous demande trop de faire finalement comme si rien n'était. Voilà. Prends sur toi, c'est écoute, t'as qu'à faire avec, et puis nous embête pas trop avec tes problèmes et tes états d'âme. C'est normal que vous ayez, je dirais même c'est inévitable. Parce que mes collègues, je parle plus beaucoup avec eux, mais ils me soutiennent quand même. Oui, ils sont gentils au fond, ils vous aiment bien, ils vous aiment bien, ils sont malheureux de vous voir comme ça. Ils me disent, on a perdu un collègue il y a 5 ans, on veut pas en perdre un deuxième. Ils s'inquiètent pour vous. Voilà. Mais il faut leur expliquer. Ils ont peur de me perdre. Ils ont peur que je fasse une bêtise, quoi. J'ai pas envie de faire de bêtises, moi. Pourquoi ils ont peur comme ça? Pourquoi? Parce que parfois vous l'abordez avec eux? Non, parce que je parle pas. Je suis toujours dans mon coin. C'est pour ça. Oui, mais c'est là où je pense qu'il faudrait quand même que vous soyez un peu aidé. D'accord. À la fois, on vous a jamais proposé un suivi psychologique, un soutien pour que vous puissiez parler? Psychologue du boulot, ça se passe très bien. Oui. Voilà. Vous les voyez à quel rythme? J'ai vu 2 fois déjà. C'est pas beaucoup en 3 ans. Non, mais ça s'est fait récemment. De quoi les échanges? Ouais, voilà. Et c'est sûr que je suis tout seul, des fois je déprime, ou des fois ça va, mais plus de bas que de haut.
Mais c'est inévitable. Il y a vraiment tout un temps où il faut vous habituer, vous réadapter et d'une certaine façon faire le deuil. C'est comme, si vous voulez, quand on a... vous parlez d'accident, c'est un accident qui vient chambouler votre vie. Et donc... C'est mon deuxième accident. Hein. J'en ai vu un en 96, ça s'est bien passé. Et là, en 2011, ça s'est mal passé. Oui. Pourquoi, je sais pas. Oui. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est vraiment important que vous ayez un accompagnement, un soutien, parce que l'entourage, on le voit bien à travers les réactions de votre entourage, c'est assez maladroit. Et évidemment, votre famille vous aime, vos collègues vous aiment, ils sont malheureux pour vous, ils voudraient vous retrouver comme avant, mais il y a un avant et un après. Ben voilà, et moi je parle toujours du passé. Parce que mon passé, c'est normal. C'est un bon passé. Que mon avenir, j'ai peur de l'avenir. Mais c'est normal. J'ai peur de ce qui va m'arriver. Oui. J'ai toujours peur, tiens, demain, par exemple, est-ce que demain je vais me réveiller? Ça, c'est une phobie. Je ne sais pas pourquoi. La phobie de ne pas vous réveiller. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est-à-dire que vous avez peur de mourir dans votre sommeil? Bah oui, alors que je vais bien. Et ça s'est développé depuis que vous avez ce problème de vue? Voilà. Ouais. Oui, vous allez bien, mais et alors, est-ce que vous arrivez à dormir, à vous endormir, ou est-ce que c'est compliqué? Non, je dors bien, moi. Je suis un gros dormeur. Vous êtes un gros dormeur. Bon, ça n'a pas altéré votre sommeil. Non. Mais vous avez peur finalement de ne pas vous réveiller, c'est ça? Voilà, je sais pas pourquoi. C'est une lubie qui m'a pris il y a 2 ans et demi. Je sais pas pourquoi. Mais qui est liée. Je suis encore là. Hein. Oui. Oui, mais c'est lié à ce que vous avez vécu. Et souvent, l'entourage de la personne ne se rend pas compte il y a un véritable deuil à faire. Le deuil de celui que vous étiez auparavant. Finalement. Oui, j'ai du mal, hein. Le premier accident, mais c'est normal. C'est super bien passé. J'ai refait le deuil et tout. Le premier œil, bon, il avait été un petit peu entamé, mais bon, ça avait été réglé. J'avais fait le deuil, tout allait bien, mais là, depuis 2 ans et demi, j'ai du mal. Hein. Pourtant, on me dit, mais secoue-toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Non, mais je trouve que on vous en demande beaucoup. On vous en demande beaucoup parce que le travail de deuil, c'est vraiment un travail psychique, c'est long, c'est douloureux, ça demande de l'aide. Et c'est pour ça vraiment qu'il est important que vous soyez bien soutenu psychologiquement, parce que c'est une atteinte que vous vivez là, que vous ressentez, une atteinte narcissique même. Enfin, c'est l'image de vous, c'est l'image que vous avez de vous. Et finalement, c'est la peur qu'on puisse plus finalement estimer celui que vous êtes devenu, vous. Voilà. Et forcément, ce que vous subissez aussi dans votre travail, où vous aimiez votre métier, où vous vous sentiez valorisé dans votre métier à conduire des engins, et où, du fait de ce problème de vision, vous retrouvez un emploi de balayeur, évidemment, vous vous sentez déclassé, diminué, dévalorisé. Donc tout ça n'aide pas non plus, parce que le travail, c'est un support aussi du narcissisme, du fait de l'amour de soi-même, voyez, de la bonne image que l'on a de soi. Donc, je veux dire, que vous ayez des moments, il y a des jours où ça aille pas, ça se comprend. Et c'est pour ça que je pense, et j'ai beaucoup de messages qui arrivent pour vous, que une des priorités, notamment, c'est vraiment par rapport à votre travail, que vous trouviez à nouveau un poste qui soit plus valorisant. Évidemment, vous ne pourrez plus conduire des engins, ça, c'est comme ça, il faut intégrer cette réalité-là. Ce qui ne veut pas dire... Comment? La conduite d'engin, c'était sur les chantiers, c'était pas sur la route. Hein. Oui. Attention. Oui, j'avais compris. C'est normal. Hein. Oui, mais ils ne prendront pas le risque. Ils ne prendront pas le risque. Mais c'est vrai, vous parlez de narcissisme. Oui. Moi, avant l'accident, j'étais un peu, comment dirais-je, narcissique. Je me prenais pour le nombril du monde, quoi. Mais tant mieux. Mais tant mieux. Si vous avez, c'est bien d'avoir un bon. Je me prenais pour le meilleur, et puis là, je me prends pour le plus nul. J'ai changé du tout. Les parents me le disent. Ils me disent, qu'est-ce que tu vas devenir? Vous allez retrouver le fait d'avoir de bonnes assises comme ça et d'avoir
un ego assez fort, peut-être justement par rapport aussi, au fond, à ce qui aurait pu être au départ un handicap, le fait d'être né malvoyant, et finalement vous avez surcompensé. Vous avez certainement été très aimé aussi, dans votre famille, très entouré, et puis au fond, vous avez dû pallier ce handicap en développant des tas d'autres choses, des tas d'autres qualités. Et finalement, c'est vrai que vous avez eu un chemin à faire que les plus valides d'entre nous n'ont pas eu à faire. Donc vous avez puisé en vous des forces, des ressources incroyables. Et après tout, vous vous êtes dit, j'y suis arrivé, quoi. Mais j'ai fait que dans le temps, avant l'accident, j'avais eu plein de copines. Enfin, je suis pas non plus un sexe symbole. Hein. Ouais. Mais j'ai eu pas mal de copines, tout se passait bien. Depuis l'accident, j'ai plus personne. Si, j'ai mon chien. Eh oui, bah oui, parce que ça se passe à un autre niveau avec lui. Lui, il s'en fiche de votre nouvelle situation. Mais les copines, vous en retrouverez. Vous retrouverez votre séduction. Le risque, effectivement, si dans ces cas-là, c'est de penser que finalement, vous avez moins de valeur aujourd'hui. Vous voyez, vous êtes passé d'une image de vous assez forte à aujourd'hui comme si vous n'étiez plus rien. Ben, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et malheureusement, dans votre travail, même si, c'est-à-dire que vous passez d'un travail où vous éclatiez, vous étiez valorisé, où vous êtes en bas de l'échelle. Alors, effectivement, vos collègues, ils sont malheureux, mais ils se rendent pas compte qu'eux, ils continuent à pouvoir faire le métier que vous aimez, et puis vous, vous vous sentez complètement déclassé. Moi, carrément. Avant, je m'éclatais, à fond. Ah bah oui. Mais je pense que justement, ce que vous avez, c'est pas perdu. C'est-à-dire que pour le moment, c'est endormi. C'est, voyez, c'est un peu anesthésié parce que vous avez pris un sacré choc. C'est un traumatisme. C'est ça. Vous parlez d'accident, c'est un traumatisme. Là, c'est un traumatisme. Un traumatisme, si vous voulez, il y a effectivement. Ça porte sur la vue. Il y a ce qui se voit, et puis il y a aussi tout ce qui est invisible. La vue, j'ai toujours besoin de vue. Bon, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est psychique, un traumatisme. Oui, bien sûr. C'est vraiment au fond de la piscine. Là. Donc, il est important de, si vous voulez, dans ce travail aussi que vous allez faire avec le psychologue que vous allez voir, pouvoir mettre des mots sur ce que vous vivez, sur tout ce que ça provoque en vous, cette peur que ça a soulevé. Vous parlez de cette phobie finalement de ne pas vous réveiller. C'est intéressant d'être toujours plongé dans une nuit éternelle, rester dans les ténèbres. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de ça derrière. Non. J'ai jamais été comme ça, jamais, toujours été... C'est une nouvelle épreuve, mais vous avez déjà, vous, une mentalité, je dirais, vous me dites finalement, vous me parlez d'ego. Vous aviez un ego très fort, vous le dites avec humour en disant, je me prenais pour le nombril du monde. Mais ça va vous aider. Je vais vous dire, ça va vous aider, Eddy, parce que, au fond, vous n'avez pas tort, vous êtes un bâton. Oui. Vous êtes un bâton parce que, comme beaucoup de personnes qui naissent avec un handicap et qui doivent justement pour vivre, pour d'autant plus lutter et se battre. Et qui du coup, je vous dis, développent souvent une résistance incroyable, un courage, une détermination farouche. Donc vous avez cette personnalité-là de bâton en vous. J'espère bien. Oui. Vous l'avez, c'est pas perdu, parce que vous vous êtes construit aussi de cette façon-là. Simplement, là, c'est un nouveau choc, c'est un nouveau traumatisme. Alors, vous encaissez les coups, mais enfin, vous encaissez, je trouve même plutôt bien, parce qu'effectivement, vous faites face quand même, là où d'autres, effectivement, seraient peut-être complètement en arrêt maladie, vous voyez, enfin, vous encaissez. Mais c'est important quand même, vous n'êtes pas un surhomme, quoi, que vous soyez accompagné. Il ne faut pas que ça se termine mal, quoi. Exactement, exactement. Si ça se termine mal, moi j'ai pas envie de finir, bon. Non, vous avez bien raison. Oui. Voilà. Je vais vous lire les messages. Il y a Annick qui envoie un petit message, elle est déficiente visuelle, elle dit c'est vrai que c'est dur à accepter, il faut sans cesse s'adapter aux situations nouvelles et l'entourage ne comprend pas toujours ce que l'on peut ressentir. Alors il y a Sabine qui dit il est important de demander le statut de travailleur handicapé pour bénéficier aussi d'aide.
Il y a Prune qui dit prenez rendez-vous avec la direction des ressources humaines pour changer de poste, voir quelles sont les formations qu'on peut vous proposer. Il y a Noya qui dit il faut contacter vraiment la médecine du travail, le médecin du travail ou la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, pour un accompagnement au reclassement avec ou pas une formation. Il y a Christine qui est malvoyante de naissance, elle dit combattante. Oui, j'allais dire combative, mais non, elle se décrit comme une combattante. Elle laisse ses coordonnées pour vous. J'ai également des messages, quelqu'un qui dit oui, il faudrait vous rapprocher peut-être d'une association de malvoyants qui pourrait être aussi d'un réconfort, d'un soutien actuellement. Il y a Lise aussi qui parle de la médecine du travail. Il faudrait que vous vous rapprochiez d'eux. Ninon qui dit changer complètement d'activité même au sein de votre travail, de façon à ce que vous ne soyez pas tout le temps dans la comparaison avant-après. Elle a raison, parce que c'est vrai que vos collègues, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas les voir en dehors, vous les appréciez, vous appréciez beaucoup, mais pour le moment, là, c'est trop rude pour vous. Oui. Vous voyez, et c'est. En tout cas, j'ai aussi Val qui dit la voix de cet homme est très sympathique. Alors, je lui souhaite beaucoup de courage. C'est ce que disent aussi. J'ai des messages pour vous. Il y a Karine qui dit je le trouve très touchant. Je lui envoie plein de bonnes ondes, plein de courage. On sent que vous en avez beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit oui, l'acceptation de cette nouvelle situation prend du temps. On finit par l'accepter, je vous l'assure, et par retrouver de l'autonomie. Mais il est important de s'adresser à une structure spécialisée pour adultes. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Parce que j'en ai beaucoup qui arrivent en même temps. Et puis, oui, c'est ça. Il y avait la perspective aussi d'un reclassement pour vous. La psychologue, le ou la psychologue que vous voyez au sein du travail, vous n'avez pas abordé cette perspective-là ? Si. Oui. Ça, je pense que c'est vraiment aussi très important. Ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais au moins que vous sachiez, que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire et que vous n'allez pas rester comme ça tout le temps au bas de l'échelle dans l'entreprise, quoi. C'est là où ça ne va pas. Ça vous aide pas pour le coup, ça. D'accord. Après, à côté de ça, vous dire aussi, vous être un peu plus, comment dire, être, assez indulgent vis-à-vis de vous-même parce qu'il faut prendre du temps. Voyez. Vous allez vous adapter. Vous l'avez fait déjà, parce que je vous dis, cette personnalité que vous avez en vous de battant, ça n'a pas disparu. C'est simplement que pour le moment, il vous faut encaisser le choc et surmonter ça. C'est un traumatisme. Un traumatisme, ça se dépasse pas comme ça du jour au lendemain. Oh non. Il y a le traumatisme physique, il y a le traumatisme psychologique. Surtout psychologique. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Et j'en ai eu des trucs aux yeux, c'est toujours bien réglé. Oui, là, c'est ça, mais c'est encore un truc de plus. Il y a des moments, ça fait beaucoup. C'est le truc de trop, là. Oui, je comprends. C'est pour ça qu'il est important que vous soyez bien aidé. Et là aussi, je vous dis, au niveau du travail, le fait que vous retrouviez une fonction où vous vous sentez valorisé, où vous avez à nouveau du plaisir, ça va vous aider à retrouver cette estime de vous. Et là où c'est important, c'est que vous l'aviez. Donc c'est pour le moment juste mis à mal parce que vous êtes en train de vivre. Mais bon, de bout en train, vous n'allez pas devenir complètement au fond du gouffre, vous voyez ? C'est une passe comme ça, c'est une période. On vous souhaite bon courage, vous en avez beaucoup, et puis vous pourrez nous donner de vos nouvelles. Par contre, je pourrais passer un petit message à un animateur, là, à l'antenne. Ah, à qui ? Jean-Marc Morandini. Il travaille chez vous ? Oui, bien sûr, mais vous pouvez lui laisser un message sur le répondeur. Je sais pas s'il se rappelle de moi, il y a 10 ans, j'avais vu dans une boîte parisienne, quand je mixais dans les boîtes parisiennes. Oui. Donc Jean-Marc, si tu m'entends, c'est Stevie. Ah bon, d'accord. Bon, voilà, écoutez. C'est mon surnom il y a 10 ans. Je sais pas si nous entend à cette heure-là. Je pense pas. Mais on transmettra en tout cas. On transmettra. Pascal dit en tout cas. Moi, il dit me stupéfait avec sa force parce que vous nous parlez surtout de ce qui est actuellement, de vos manques, de ce qui vous fait souffrir. Pascal dit, je trouve qu'il a en même temps un courage et une force exceptionnelle. Oui. Bonne chance à vous et puis n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir, Eddy. Vachement Au revoir. sympa. Au revoir. Bonsoir, Laurent. Bonsoir Caroline. Tout d'abord un petit message pour Jeanne. Je voudrais vraiment la remercier pour l'empathie dont elle a fait preuve tout à l'heure hors antenne. Ah ben merci, Voilà. merci pour Jeanne. Voilà, c'est vrai que souvent on parle de Paul, mais Jeanne aussi est vraiment Mais fabuleuse. vous avez raison, bien sûr. Voilà. Ah oui, Jeanne aussi, formidable. Voilà. Donc Caroline, moi ce soir j'ai hésité vraiment à vous appeler parce que je trouve que c'est un peu pathétique en fait. Comment dire, ça fait 4 ans que je suis avec mon ami et ce soir, enfin hier soir, le 10 décembre, donc ça fait 4 ans. J'avais prévu un petit repas. Il est rentré du travail et finalement, tous mes plans sont tombés à l'eau. Il était très fatigué et est parti se coucher. Voilà, donc en fait ce soir je suis triste en fait. Mais attendez, vous aviez prévu un petit repas, il y avait une occasion, c'était vous fêtiez vos 4 ans, c'est ça? Voilà, nos 4 ans de rencontre. Alors je suis peut-être un peu fleur bleue, mais c'est vrai que j'aime bien fêter tout ce genre d'anniversaire. Et là, ce soir, ça me tenait à cœur de faire un petit repas. J'avais prévu saumon fumé, foie gras, enfin quelques amuse-bouches. Et finalement, lorsqu'il est rentré du travail, je lui ai dit, tiens, j'ai fait quelques courses, on va se faire un petit repas à la maison, et puis après, voir éventuellement sortir, aller boire un verre en ville. Enfin, j'avais envie de marquer le coup. Et à peine rentré, il m'a dit non, je suis fatigué, je vais me reposer sur le canapé. Et 5 minutes après, je l'entendais ronfler. Voilà. Je suis désolée, je ris, c'est pas drôle, mais vous qui vous étiez décarcassé pour lui mitonner un petit repas en amoureux, est-ce qu'il a vraiment vous vouliez lui faire une surprise quand même? Voilà, une petite surprise. Il n'a pas réalisé, je pense, hein. Il n'a pas réalisé que vous. Il a percuté que c'était l'anniversaire des 4 ans, parce qu'il y en a qui, vous savez, il y en a et c'est pas, ils sont pas vraiment. Il y a des gens, ils sont pas très anniversaires, pas très dates, voyez. Si, il avait percuté, il avait même mis en fait une sonnerie là aujourd'hui. Il avait mis dans ses événements sur le portable, ça a sonné hier soir en fait à minuit. Et il m'a dit, tiens, c'est aujourd'hui notre anniversaire, donc je pense qu'il y tenait quand même aussi. Oui, mais il était crevé finalement. Il est rentré du boulot épuisé, hein. Voilà. Ben oui, puisqu'il est tombé, quoi. Il s'est mis là le temps de souffler, puis il s'est effondré. Il est tombé. Alors vous êtes déçu. Alors qu'est-ce que vous avez fait vous avez mis tout au réfrigérateur pour le lendemain? Voilà. Donc en fait, je me suis fait un plat de pâtes, un plat de spaghettis. Oh bah c'est pas, c'est bon, un bon plat de pâtes aussi, hein. Voilà, avec un bon vin blanc. Mais bon, voilà, quand même. Voilà, vous avez eu raison, vous êtes fait quand même aussi plaisir. Voilà, mais j'étais vraiment déçu. Vous étiez un peu dépité. Voilà, parce qu'en fait, c'est souvent qu'il rentre du travail comme ça, très fatigué. Il me dit souvent, c'est souvent un sujet de débat, il me dit que je n'arrive pas à le comprendre. Parce que même moi, quand je suis fatigué rentrant du boulot, j'arrive quand même à me faire violence, disons. Même si je suis fatigué, c'est pas au point de m'écrouler. Alors il me dit que je n'arrive pas à comprendre que lui, sa fatigue, en fait, il ne peut pas lutter contre. Il y a des gens qui sont moins résistants que d'autres, hein, c'est vrai. C'est vrai. On réagit pas de la même façon au stress aussi. Vous voyez, il y a peut-être, je sais pas, est-ce que c'est un travail qui lui procure beaucoup de stress? Oui. Mais je pensais qu'il ferait l'effort, en fait. Oui, mais peut-être, je pense, vous voyez, je reçois un petit message en disant ne lui en voulez pas, vous ferez la fête demain. Je trouve que ça serait dommage de vous. Je comprends votre déception, évidemment, on peut que comprendre. Mais c'est pas forcément contre vous, et c'est vrai que vous arrivez même fatigué à prendre sur vous. Lui, il aimerait peut-être, mais il ne peut pas. Il y a des gens, vous savez, ils ont passé une mauvaise nuit, ou bon, ça va, ils vont quand même pouvoir faire face. Et puis il y en a d'autres, ça les flingue. Enfin, ils y arrivent pas, ils sont pas dedans, ils se sentent plus fatigués, plus irritables, plus. On n'est pas égaux devant le sommeil, le stress, la fatigue. Oui. Alors ensuite, il s'est levé du canapé. Moi, j'étais dans la cuisine. Et il m'a dit, je pars me coucher. Je lui ai dit, mais tu veux même pas manger? Parce qu'à la limite, j'ai failli le réveiller pour lui dire qu'on mangeait. Puis après, je me suis dit, non, tant pis, je vais le laisser dormir. Oui, et finalement, il s'est réveillé tout seul. Il est parti au lit. Puis je suis allé quand même le retrouver. Et je lui ai dit que je lui ai fait part de ma déception. Et il m'a dit, mais de toute façon, je ne culpabiliserai pas parce que je t'avais rien promis pour ce soir.
Bah oui, non, mais là, il avait trop envie de dormir. Vous savez, il faut pas. Un homme qui a envie de dormir, il faut pas lui casser les pieds. Voilà, donc non, mais c'est vrai. Si vraiment un homme qui a envie de dormir, il faut le. Bon, vous verrez ça demain à tête reposée. Voilà. Je crois. Est-ce qu'il est attentionné par ailleurs avec vous? Est-ce que il a des moments où il est aussi comme ça? Il a des petites attentions pour vous, j'imagine. Oui, assez, mais quand il le décide, lui, en fait. Eh oui, bah oui. Voilà. Oui, mais peut-être que là on est en milieu de semaine, c'était peut-être. Il a son boulot, il a peut-être aussi d'un travail où il a des difficultés actuellement dans son travail, beaucoup de stress. Oui, il m'a dit qu'il avait une journée très difficile là aujourd'hui. Et justement, on aurait pu décompresser. Enfin bon, non, mais pas forcément. Lui, sa façon de décompresser, de se réparer, c'est le sommeil. Ouais. Bon, c'est... Vous savez, quand on est... Enfin, moi, alors, pour le coup, je vais plaider sa cause parce que c'est vrai que pour moi, le sommeil, c'est très précieux. Et si je manque de sommeil, si je suis fatiguée, c'est vrai que je peux devenir... Enfin, je comprends, quoi. À un moment, vous pouvez me présenter les plus beaux plats, les plus belles sorties. J'ai envie que d'une chose, c'est de me mettre en boule dans mon lit et de dormir. Hein. Donc, je crois que c'est pas contre vous. Vous voyez, je reçois un message de Pascal qui dit allez, une petite cure de vitamines et ça sera reparti. Je connais ça avec mon compagnon aussi, mais j'ai appris du coup à me reposer ou à faire en sorte à accepter qu'il se repose, quoi. Je sais pas. C'est pas si grave. Si vous êtes déçu sur le moment, mais la prochaine fois vous saurez peut-être que quand ça tombe, il vaut mieux attendre le week-end ou quelque chose comme ça. Après là, disons que demain il travaille pas, donc je me suis dit. Si on fait une soirée ce soir, demain il pourra se reposer. Mais il me dit, mais non, c'est maintenant que j'ai envie de me reposer. Ça peut pas attendre demain. C'est maintenant que je suis fatigué. Moi, je le vois pas du tout comme ça, mais lui, oui. Pour lui, c'est au moment... Alors, il y a une petite voix dissonante, il y a Prune, hein, ça vous surprendra pas, elle dit « Oh, mais quel goujat quand même, en plus il ronfle, pincez-lui le nez. » Bon, vous allez bouder un peu, dire « Voilà, mais il va se rattraper à mon avis. » On verra, j'attends de voir. À mon avis, il va se rattraper. J'espère, Caroline. Vraiment, je crois. Bah oui, parce qu'il va se rendre compte. Finalement, là, il était ronchon, grognon, comme quand on manque de sommeil. Mais après, il va se dire quand même, il me l'avait fait un super petit dîner et tout ça. Et puis patatras, tout est tombé à l'eau. Je lui ai gâché sa fête. Vous voyez, je pense. On verra. J'attends de voir, Caroline. J'attends demain. Vous attendez demain? Voilà. Bon. Je ne sais pas quelle attitude adopter demain. Je pense que je lui referai part quand même de ma déception, sans trop insister non plus. Et voilà, j'attends de voir sa réaction à lui. Je pense qu'il va vous en parler. Il va dire je suis désolé, mais vraiment hier j'étais trop à plat. Il n'était pas dans le mood, il n'était pas dans l'ambiance. Voilà. Mais il va se rattraper en vous faisant, je sais pas, vous allez voir la soirée que vous allez passer. C'est vous qui allez être épuisé. Peut-être. Il en faut pour m'épuiser. Hein. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Vous avez plein d'énergie. Voilà. Et puis lui. Mais peut-être que, vous voyez, quand il vous dit, attention, quand il vous dit tu me comprends pas, peut-être que même si vous avez un travail, vous n'avez peut-être pas, il y a des gens déjà qui sont plus vulnérables au stress que d'autres. Voyez, qui résiste moins. Et puis peut-être qu'actuellement, dans son travail, c'est particulièrement compliqué, difficile pour lui, je sais pas. Donc, bon. Vous êtes différents sur ce plan-là, mais ça vous empêche pas de vous aimer. Non, du tout. Et de passer des bons moments. Et puis, ce qui serait embêtant, c'est s'il était toujours pas indélicat, ou ce n'est pas le cas. Non, j'exagérerais de dire que c'est toujours le cas. Bon, donc une fois la déception passée, ça va aller. Voilà. Comme dit Pnop, demain ce sera l'anniversaire de l'anniversaire. Oui. Hein, oui. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ou ce week-end, laissez-le un peu récupérer. Vous en auriez rien fait. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un homme fatigué? Pas grand-chose. Non, il faut juste le laisser récupérer. Et vous allez voir demain. J'espère, Caroline. Mais oui. Qu'il vous entendra. Passez-lui sinon en podcast. Oui. Oui. Dites voilà, ma soirée d'anniversaire, je l'ai passée avec Caroline. C'est pas vraiment ce à quoi je rêvais, hein. Ce dont je rêvais. Allez, je vous embrasse, Laurent. Merci. Au revoir. Caroline. Au revoir. Belle nuit à vous.